Bonsoir à tous, merci Franck pour cette présentation. Donc l'ostéopathie en question, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un autre collectif, encore un autre, qui s'appelle le Format DEP. Alors le Format DEP, c'est un collectif français qui milite pour une formation indépendante des professionnels de santé, indépendante de liens financiers, tels les liens avec l'industrie pharmaceutique. Et donc au sein du Cortex, on a un certain nombre d'avoir signé la charte du Format DEP. Et donc dans ce cadre, je vais vous déclarer mes liens d'intérêt, c'est-à-dire de qui je touche de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, un certain nombre de professionnels, dont les médecins, sont tenus, lorsqu'ils prennent la parole en public, de déclarer leurs liens d'intérêt. Ce qui fait que si un médecin, par exemple, vous parle et est en train de vous faire la promotion d'un médicament et qu'en même temps, il touche une rétribution du laboratoire qui produit ces médicaments, cela permet à l'auditoire de détecter ce qu'on appelle un conflit d'intérêt et du coup de pondérer son discours. Donc moi, mes liens d'intérêt, donc je touche de l'argent du centre hospitalier de Chambéry, donc de la fonction publique, pour mon activité de kinésithérapeute. Et au sein du Cortex, on est en train de travailler sur un rapport sur l'approche crânienne de l'ostéopathie, qui nous a été commandé par le Conseil national de l'ordre des kinés. Et donc, à ce titre, on aura fini le travail, on sera recommandé pour ce boulot. Voilà pour mes liens d'intérêt. Alors, l'ostéopathie en question, je vous ai proposé une liste non exhaustive de questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie. Alors, je vais vous les lire. L'ostéopathie devrait-elle être remboursée par l'assurance maladie? La formation des ostéopathes devrait-elle être financée par l'État? Les ostéopathes devraient-ils pouvoir intégrer les hôpitaux? L'ostéopathie est-elle justifiée dans le paysage thérapeutique français? Et enfin, l'ostéopathie a-t-elle une réelle efficacité thérapeutique? Et toutes ces questions, elles sont très intéressantes, en tout cas, moi, elles m'intéressent beaucoup. Mais celle sur laquelle je vais me concentrer durant cette intervention, c'est la dernière. L'ostéopathie a-t-elle une réelle efficacité thérapeutique? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que ça me paraît très évident, et peut-être certains d'entre vous se disent oui, ça marche, justement, on va en discuter. Et peut-être que dans les échanges, quand j'aurai fini l'intervention, on abordera les autres questions. Alors au programme, avant de vous dérouler les 4 parties que je vais vous proposer, je vais prendre 2 précautions. Et puis ensuite, j'aborderai dans une première partie l'objet ostéopathique. Je vous présenterai ce qui me semble être les bases sur cet objet. Ensuite, on parlera des témoignages autour de l'ostéopathie. Ces témoignages qui me sont apparus, moi, nombreux, que ce soit dans ma pratique professionnelle ou en tant qu'individu. J'entends souvent des gens être très satisfaits en fait, des contacts qu'ils ont avec les ostéopathes. Alors oui, moi j'avais des problèmes, je suis allé à l'ostéo, j'étais très content, ça m'a soulagé. Donc on va discuter autour de ces témoignages. On abordera le concept d'efficacité thérapeutique, comment, sur le plan scientifique, aujourd'hui, on met en évidence l'efficacité thérapeutique d'une pratique, les problèmes que ça pose, et donc plus particulièrement l'ostéopathie. Et puis, dans une dernière partie, on abordera les données scientifiques qu'on a actuellement sur l'efficacité thérapeutique de l'ostéopathie. Alors, les 2 précautions préliminaires, Franck en a déjà un peu parlé, mais elles me paraissent tellement importantes que j'aimerais y revenir. C'est que ce soit au niveau d'observateurs zététiques ou au Cortex, notre démarche n'est absolument pas prescriptive. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire, ou ce qui est bien ou mal. Donc, à aucun moment dans cette intervention, ni pendant ni à la fin, je vous dirais qu'il faut continuer à aller voir votre ostéo, pas arrêter, ou il faut aller en voir un, pas aller en voir un. Donc ça, c'est la précaution qui me paraît importante. Et la deuxième précaution, c'est à qui s'adresse ce type d'intervention, et la cible de cette intervention. Cette intervention, elle s'adresse à des gens qui, par rapport à l'idée l'ostéopathie est efficace, l'ostéopathie ça marche, ont un positionnement qui peut être favorable, qui peut être défavorable, mais en tout cas ce positionnement, il s'appuie sur des arguments, il s'appuie sur des raisons qui peuvent être critiquées, et ce positionnement il peut être infléchi. Alors c'est pour ça que j'ai mis des curseurs pour illustrer cela, c'est-à-dire que voilà, dans le bouche c'est plutôt défavorable, en l'air c'est plutôt favorable, mais voilà, en fonction des raisons et des arguments, on peut avoir ce positionnement qui évolue. On parle d'adhésion raisonnée ou de remport d'adhésion. D'un autre côté, cette intervention ne s'adressera pas à des gens qui entretiennent par rapport à l'affirmation que l'ostéopathie est efficace sur le plan thérapeutique, un acte de foi. L'acte de foi, c'est un positionnement qui, en fait, ne s'appuie pas sur un réseau argumentaire particulier, en fait, qui est fixe. C'est-à-dire qu'il peut être défavorable ou favorable, hein, c'est-à-dire dans le sens où ça marche dans un sens et dans l'autre. Il est fixe, et alors c'est typique de l'adhésion de type religieuse. Je prends une entité supérieure, un Dieu, on n'a pas besoin d'arguments pour avoir ce type d'adhésion, en fait, ça relève simplement de la foi. Voilà, pour les 2 précautions préliminaires. Alors, l'objet ostéopathie. Alors, au niveau historique,
vraiment du basique. C'est un monsieur qui s'appelle Andrew Taylor Still qui a inventé cette pratique à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Voilà. Au niveau des champs d'application, c'est-à-dire quelles sont les prétentions de l'ostéopathie, qu'est-ce que l'ostéopathie prétend prendre en charge comme problème de santé. Alors quand on regarde au niveau légal, au niveau du décret de 2007, qui est relatif aux compétences et aux actes que peut réaliser un ostéopathe, et les problèmes qu'il peut prendre en charge, on trouve que l'ostéopathe peut prendre en charge des troubles fonctionnels, mais ne peut pas prendre en charge les pathologies organiques. Les pathologies, qu'est-ce qu'on entend par pathologie organique? Ça va être toutes les pathologies pour lesquelles on a une cause biologique qui peut être potentiellement grave et ou nécessiter une prise en charge particulière. Par ça, on entend une tumeur, une fracture, une infection, des maladies rhumatismales inflammatoires. Voilà ce que les pathologies organiques. Alors les troubles fonctionnels, en fait, c'est tous ces problèmes de santé qui constituent finalement l'essentiel des troubles qu'on peut vivre au quotidien, qui ne sont pas graves, mais qui peuvent embêter les gens, qui sont à toutes les douleurs du corps. Ça peut être le mal de tête, les migraines, les douleurs de dos, les douleurs cervicales, les douleurs au genou, ça peut être un mal au ventre. Mais ça peut être aussi des sensations de nausée, des troubles de sommeil, des jambes lourdes, voilà, des symptômes qui ne sont pas graves, pour lesquels aujourd'hui on n'est pas capable de déterminer une cause biologique, mais qui peuvent quand même être embêtants. Voilà sur le plan thérapeutique, on va dire un des pans de la prétention de l'ostéopathie. On a aussi les séquelles de pathologies organiques, c'est-à-dire que si vous avez un accident et que vous faites plusieurs fractures, dans un premier temps, par exemple, vous allez avoir une prise en charge médicale avec de rééducation, et puis une fois les fractures consolidées, une fois, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, vous pouvez avoir des douleurs résiduelles, et ça aussi, l'ostéopathie a la prétention de pouvoir prendre en charge ce type de douleurs résiduelles. Il y a aussi une prétention préventive de l'ostéopathie, c'est-à-dire que, admettons, par exemple, vous avez mal au ventre, vous êtes embêté pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis ça passe, puis bon, vous n'avez pas envie que ça revienne, vous pouvez aller voir un ostéopathe, et peut-être que l'ostéopathe pourra faire quelque chose pour vous pour diminuer les risques d'avoir de nouveau mal au ventre à l'avenir. C'est le versant préventif de l'ostéopathie. Alors, la démarche ostéopathique, ce qui m'est apparu être le noyau dur vraiment spécifique de l'ostéopathie, je vais essayer de vous le présenter. Je parle de spécifique parce qu'il y a des principes ostéopathiques qui sont très forts, mais qui ne m'apparaissent pas spécifiques. Par exemple, le principe de l'ostéopathie a un principe de globalité, c'est-à-dire que quand on a un patient qui vient, par exemple, pour une douleur de genou, en fait, le principe de globalité, c'est je ne vais pas segmenter mon patient et je ne vais pas m'occuper de son genou spécifiquement, lui poser que des questions sur son genou et réaliser des actes uniquement sur son genou. Je vais m'intéresser à toutes les dimensions du patient. Ça, c'est le principe de globalité qui m'apparaît très fort et revendiqué par les ostéopathes, mais qui ne m'apparaît pas spécifique parce qu'on le retrouve aussi sur des prises en charge faites par des homéopathes. On peut le retrouver sur des prises en charge en fait faites dans un bon nombre de thérapies non conventionnelles et même au sein, peut-être que ce n'est pas la même globalité, mais même au sein, peut-être insuffisamment, mais même au sein des praticiens de santé conventionnels dont je fais partie, j'ai l'impression que je prends quand même en compte toutes les dimensions de patient. Moi je l'espère, mais peut-être qu'effectivement ça n'est pas suffisant, peut-être pas de la bonne façon. Ça c'est une question. Donc c'est un principe qui n'est pas spécifique, il y a aussi le principe de prendre en charge l'individu en tant qu'individu, c'est-à-dire de considérer chaque individu différent et les prises en charge, même si cette personne a mal au genou, l'autre a peut-être aussi mal au genou, et comme ce sont deux individus différents, je vais les prendre en charge de manière différente. Et ça c'est pareil, ça ne paraît pas particulièrement spécifique et effectivement, même un médecin, il me semble, et peut-être encore une fois insuffisamment, va individualiser le soin, parce que le contexte social de la personne, socio-familial, socio-économique, peut faire varier quand même les prises en charge. Ce qui m'apparaît vraiment spécifique, c'est, rappelez-vous, cette notion de troubles fonctionnels pour lesquels aujourd'hui on n'est pas en mesure de déterminer une cause biologique. Et bien là où ça devient spécifique, c'est qu'en ostéopathie, on prétend, en ostéopathie, il y a la prétention de traiter les causes de ces problèmes, qui seraient des causes qualifiées d'ostéopathiques et qui correspondraient à ce que les ostéopathes appellent des lésions ostéopathiques. Alors, une lésion ostéopathique, c'est décrit de telle sorte que ce seraient de très petites perturbations de mobilité, infimes, qui peuvent se situer à n'importe quel endroit des tissus du corps humain. Ça peut être les tissus ligamentaires, les tissus tendineux, les tissus musculaires, ça peut être les tissus, les enveloppes qui entourent les organes internes, tels le cœur, le foie, la rate, etc. Ça peut vraiment être dans l'ensemble des tissus du corps humain. On trouve ces petites perturbations de mobilité,
lésion ostéopathique, qui serait donc la cause des troubles fonctionnels dont nous sommes affectés. Et donc l'idée, c'est qu'un ostéopathe qui est formé et entraîné serait en mesure de détecter ces lésions ostéopathiques et de les prendre en charge pour améliorer le trouble fonctionnel des personnes. Donc c'est ce qui m'apparaît être le noyau dur de la démarche. Alors évidemment, l'ostéopathe peut aussi donner des conseils hygiéniques générales, voilà, on va dire, qui ne sont pas spécifiques à la démarche ostéopathique. Alors, il existe, on peut identifier différentes approches au sein de l'ostéopathie, qui sont l'approche crânienne, viscérale et structurelle. Ces distinctions est controversée, on va en discuter un petit peu. Alors, viscérale, c'est tout ce qui va concerner les organes internes, par exemple le foie, la rate, la vésicule biliaire, le pancréas, etc. Structurelle, c'est les gros complexes musculo-articulaires tels le bassin, les épaules, le dos, le genou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces approches, elles ont une existence sur différents plans, sociologiques, historiques, juridiques, etc. Mais certains membres de la communauté ostéopathique ne reconnaissent pas la validité scientifique de certaines de ces approches, notamment l'approche crânienne et viscérale. Il existe par exemple. Et d'un autre côté, vous avez des ostéopathes qui ne reconnaissent pas finalement cette séparation en trois approches, alors pour différentes raisons qui m'apparaît un peu intéressant d'évoquer, c'est que part du principe que l'approche ostéopathique elle est une, en fait, et elle n'est pas divisible, parce qu'une distinction comme ça laisserait à penser qu'il y aurait des pathologies qui relèveraient du crânien, des pathologies qui relèveraient du viscéral, du structurel. Alors c'est pas du tout ce que défendent une partie des ostéopathes. Mais voilà, d'un autre côté, vous avez par exemple une Cranial Academy, c'est-à-dire des groupements d'ostéopathes sur le plan international qui font la promotion des techniques et de l'approche crâniale. Donc, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. D'ailleurs, c'est une des parties du travail qu'on est en train de mener au Cortex, puisqu'on bosse sur l'approche crânienne, c'est de voir les délimitations, dans quelle mesure on peut délimiter, dans quelle mesure on peut pas le faire. Et puis, j'ai appris il y a peu, en discutant avec l'ostéopathe qui m'a bien aidé pour élaborer cette partie, qu'il existait aussi des approches dites fluidiques, neurologiques et mécaniques. Malheureusement, je l'ai appris hier soir, et j'ai pas eu le temps de creuser sur ce point-là. J'espère que j'aurai le temps pour la prochaine. Mais voilà en tout cas pour les trois principales approches qu'on peut trouver dans la littérature aujourd'hui. Quelques éléments démographiques, institutionnels et légaux. La profession d'ostéopathe aujourd'hui en France, parce que le contexte varie d'un pays à l'autre. Il y a un peu plus de 20 000 ostéopathes aujourd'hui en France. Il y en avait 12 000, je crois, environ en 2011. Il y a vraiment une augmentation très très importante du nombre d'ostéopathes ces dernières années. Et voilà, ça c'est un premier élément. Sur le plan, comment on devient ostéopathe, comment on accède au titre d'ostéopathe. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, avant 2002, la pratique de l'ostéopathie était reconnue comme exercice illégal de la médecine. À partir de 2002, l'État a reconnu le titre d'ostéopathe, et donc c'est devenu une pratique acceptée. Et donc pour accéder à ce titre d'ostéopathe, il y a différentes manières. Soit en formation continue, si vous êtes médecin, kiné, sage-femme ou infirmier, vous pouvez en formation continue accéder à ce titre d'ostéopathe. Soit en formation initiale, un bachelier par exemple, qui va, alors sous condition de faire sa formation dans une école agréée par l'État, et formation qui, alors la durée a été encadrée par l'État depuis assez récemment, depuis 2014, décembre 2014, sa formation doit s'étaler sur 5 ans. Donc voilà les diverses manières pour accéder au titre d'ostéopathe, ce qui n'est pas sans poser de problème, parce qu'il y a des conflits entre les représentations des différentes, des différents types d'ostéopathes, entre guillemets, hein, les kinés qui ont accédé à l'ostéopathie, les médecins qui ont accédé à l'ostéopathie, notamment par exemple sur les reconnaissances de l'approche crânienne, viscérale et structurelle. Donc voilà, donc le type d'ostéopathe, les différentes manières d'y accéder. Alors, ça n'est pas reconnu, la profession d'ostéopathe aujourd'hui en France n'est pas reconnue comme une profession de santé, mais par contre, dans ces décrets de compétences, on trouve des compétences de soins qu'on retrouve dans les décrets de compétences des autres professionnels de santé. Ce qui crée une espèce de contradiction un petit peu comme ça au niveau légal. Alors, c'est pas remboursé l'ostéopathie, c'est pas remboursé par l'assurance maladie aujourd'hui. Par contre, c'est remboursé en partie par certaines mutuelles qui prennent en charge quelques 2 ou 3 fois 30 ou 40 euros par an, par exemple, d'ostéopathie. Et le dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'instance représentative de l'ensemble de la communauté ostéopathique. Ce qui, par exemple,
au contraire des médecins qui ont un conseil national de l'ordre avec un code de déontologie, de kiné. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instance, il y a des instances associatives qui tentent de tendre vers ça. On n'a pas encore d'instance représentative de l'ensemble. Les données scientifiques, donc je vais y revenir dans une quatrième partie, mais très rapidement, je vais vous donner juste les bases, puis je reviendrai un petit peu plus en détail. En fait, pour l'ensemble des prétentions de l'ostéopathie aujourd'hui, sur les données scientifiques, de l'efficacité thérapeutique, soit on n'a pas de données, soit les données, elles sont en faible nombre, de mauvaise qualité méthodologique, c'est-à-dire la méthode qui a été déployée pour mettre en évidence les effets, elle est pleine de défauts, ce qui fait qu'on ne peut rien en déduire. Soit elles sont en nombre suffisant et de qualité méthodologique correcte, ce qui est le cas pour le mal de dos, on appelle aussi lombalgie, en aigu et en chronique. Et les résultats mis en avant sont des résultats qui sont modestes et qui ne sont pas supérieurs à des prises en charge, on va dire, classiques, type médecine courante ou kinésithérapie. Ce qui m'amène finalement, enfin moi, ce que je trouve lié à l'observathétique, au contexte paradoxal, en fait, par rapport au réel engouement qu'on palpe au quotidien pour l'ostéopathie. Et donc, pour illustrer cet engouement, j'aimerais vous faire voir un petit extrait de l'émission Les Maternelles sur France 5. Donc c'est une émission qui est parue en décembre 2014, qui me semble tout à fait, à peu près 3 minutes, illustrative de cet engouement. Question de table, lequel d'entre vous a déjà eu recours à un ostéo pour ses enfants? Ah oui, moi. Tour de table? Non. Ah, vous sentez. Non, au contraire, restez avec nous. Peut-être que ça peut vous donner des idées, mais c'est vrai que moi je l'ai fait très peu de temps après la naissance, peut-être 2-3 semaines après la naissance de mon fils, et je l'ai déjà fait enceinte pour préparer l'accouchement. Vous, c'était quand, Nathalie? Oui, tout de suite après la naissance d'Aris, et j'ai vécu un truc de fou avec une grande serviette. En fait, il ne m'a pas touché, il a pris le bébé, et on l'a fait rouler, parce qu'il avait repéré qu'au moment du passage dans la naissance, il s'était mal enclenché. Moi, je n'avais pas imaginé ça, il y a eu très bel accouchement, etc. Et vous, Elsa? Ça, c'était pour le problème de sommeil, donc c'était 3-4 mois après la naissance. Et ça m'a déjà fait Et vous, Vincent? J'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est pour une sorte de bronchiolite et du coup d'aller chez l'ostéo. C'est la kiné. C'est ça, j'avais raison. C'est un peu la kiné respiratoire. Vous, quelqu'un que vous avez emmené Edgar pour le problème de crâne plat. Et je me souviens très bien qu'après la séance, il était complètement stone. Et c'est les moments les plus douloureux, généralement, ils sont chauffés et ils dorment pendant des heures ensemble. Bien écoutez, en tout cas, 9 mois familiers et une naissance plus tard, il n'en faut pas plus pour que le corps des bébés ait déjà cette petite histoire. Et parfois, ça vaut peut-être la peine d'aller consulter un ostéopathe avec son tout petit. Qu'en pensent nos maternels? Ils sont convaincus. Je crois que ça va vraiment renforcer les visites actuelles, parce que 82% d'entre eux ont déjà consulté un ostéopathe durant les premiers jours de vie. Regardez, c'est sur notre plateau, on a à peu près 80%. Les ostéopathes, commencent à passer dans certaines nous, la rédaction, on est très touchés par cette histoire des ostéopathes et de la naissance de nos enfants et des interventions sur les bébés, parce qu'on a vécu l'histoire, on les a accompagnés, il y a eu quelque chose qui a été officiel, il y a eu un diplôme, on était en 2002, explosion des ostéopathes, il y en a 15 000 en France, explosion aussi des formations, gros doute, attention, non, comment on fait pour avoir le bon, échange d'adresse, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'attaques dans la presse, si vous regardez bien. L'ostéopathie en a plein le dos, en sous-entendu des formations. Il faut faire le ménage dans les écoles. Donc l'ostéopathie est quand même encore attaquée. Et malgré ces attaques, continue d'être plébiscitée par les mamans. J'ai trouvé des études belges sur ce métier, cette particularité, et alors avec des chiffres qui sont hallucinants, puisqu'il y a eu un total de 470 000 consultations de nourrissons de 0 à 9 mois sur l'année 2005-2006 chez les ostéopathes français. Ils ont, alors, il y a normalement des spécialités quand même, hein, évidemment, et ça se fait de bouche à oreille, mais globalement, tous les ostéopathes, à un moment donné, consultent pour les bébés. Donc effectivement, il y a quand même des spécificités. Effectivement, ça ne remplace pas le pédiatre, mais c'est une complémentaire, c'est une action complémentaire hyper bien. Validée, en tout cas validée ici de façon pragmatique. Après, de façon scientifique, ça n'est pas si facile à faire. Non, mais on va voir si aussi nos témoins, ça a changé des penses pour leur bébé. Enfin voilà, c'était l'occasion de faire cette émission. Parce que l'ostéopathie pour les bébés, eh bien, on se demande parfois à quoi ça sert et quelles sont les limites de cette pratique. On en parle justement ce matin. Donc voilà, ce qui me semble une belle illustration de l'engouement pour l'ostéopathie.
vous avez entendu valider, je crois qu'elle dit valider de façon pragmatique, après de façon scientifique. Et puis, du coup, on va nous proposer des témoignages dans la suite de l'émission. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est mon positionnement personnel, en fait, sur le plan curseur adhésion plutôt favorable, plutôt défavorable aujourd'hui à l'efficacité réelle de l'ostéopathie. Alors, moi, il est plutôt défavorable. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu aujourd'hui que l'ostéopathie ait une efficacité thérapeutique réelle. Évidemment, ce positionnement s'appuie sur un certain nombre de raisons, un certain nombre d'arguments. Et il n'a pas toujours été celui-là. Quand j'étais étudiant, par exemple à l'école de kiné, j'étais très très séduit par l'approche ostéopathique. Je trouvais ça, alors il y avait tout un tas de raisons qui me faisaient être séduit. Je vous en donne quelques-unes comme ça. Je trouvais ça déjà assez cohérent sur le plan théorique. Je trouvais ça assez séduisant. Je disais, oui, ça me paraît cohérent. J'aimais bien le côté artisanal, fait main. Je me disais, c'est sympa de pouvoir améliorer les gens avec ses mains, quoi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, ce qui était pour moi l'argument massu, vraiment, le dernier rempart massu, c'était la quantité de témoignages importante que j'entendais, en fait, positifs. Je me disais, tous ces témoignages positifs, il y a forcément quelque chose, il y a forcément de l'efficacité là-dedans. Et donc, au fil de mes études, j'ai rencontré la démarche scientifique, la démarche zététique, et du coup, j'ai pu décortiquer ces motifs qui m'ont fait adhérer, qui me faisaient adhérer à l'époque, avoir plutôt un positionnement favorable, un positionnement à évoluer. Et moi, je vais ni plus ni moins qu'essayer de vous démontrer, vous exposer ces raisons qui font que mon positionnement a changé. Alors, le premier, c'est finalement les témoignages, qui était pour moi l'argument massu. Le témoignage, ça me paraît vraiment, et pour en discuter beaucoup avec mes patients, avec les gens de mon entourage, mais sur tout un tas d'aspects, ça me paraît vraiment être un puissant attracteur d'adhésion du côté du favorable, en fait. Et pourtant, quand j'ai rencontré la démarche zététique, un des premiers outils zététiques fondamentaux qu'on m'a mis sous les yeux, c'est un témoignage n'est pas une preuve, ni non plus. Bon. Et alors j'ai dit comme ça, je me suis rendu compte, j'ai assimilé le pourquoi, en fait, cet outil est si important. Et alors, ce qui ne veut pas dire qu'un témoignage n'est pas intéressant. C'est ça qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire que ce n'est pas une preuve de l'efficacité thérapeutique. Par contre, je pense que c'est une preuve de l'intérêt qu'on peut porter à la pratique. Et c'est ce qui fait que dans le contexte sur l'esthétique, on s'intéresse à l'ostéopathie, on se dit, et s'il y a autant de témoignages positifs, il faut qu'on aille regarder ce qui se passe. Il faut qu'on aille regarder. Mais en sachant que ça ne va pas au-delà de l'intérêt. C'est-à-dire que ça n'est pas une preuve d'efficacité thérapeutique. Et c'est pas simple, c'est vraiment un outil, je me rends compte, en discutant avec les gens, que c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que quand vous dites ça à quelqu'un, un témoignage n'est pas une preuve, et puis que la personne vous donnera plutôt l'inverse. Quand quelqu'un vous dit, moi, vous commencez à avoir un discours un peu critique sur l'ostéopathie, moi, écoutez, j'avais tel problème, j'y suis allé, je suis ressorti, j'allais mieux. On va là arriver et dire, oui, mais un témoignage n'est pas une preuve, je l'ai expérimenté à de multiples reprises. Très très convaincant, en fait. C'est pas du tout quelque chose d'intuitif. Et puis même pour nous, quand on est face à ces témoignages, il y a des fois, ça, on se dit, quand même, c'est étrange. Et même sur des conférences, je me suis rendu compte, la conférence qu'avait fait Franck avec Nicolas Vivant en février, où on explique un petit peu pourquoi un témoignage ne suffit pas à motiver notre adhésion, même à la fin des conférences, en général, on a toujours des témoignages de personnes. Donc, je m'attends peut-être à avoir les témoignages à la fin. Mais voilà, mon idée dans cette partie, ça va être d'essayer de vous démontrer en fait, qu'un témoignage sur l'efficacité thérapeutique, on ne peut absolument rien en faire. Alors, le premier élément, à mon sens, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Alors, le modèle biopsychosocial, ça peut s'appliquer à tout un tas de symptômes, mais moi, je vais vous parler dans le contexte de la douleur, parce que c'est le symptôme que je connais mieux. Quand vous avez quelqu'un qui a mal quelque part, en fait, sa douleur, elle est la résultante de 3 composantes. Vous avez d'abord une composante qui est dite biologique. Pour vous illustrer ça, vous imaginez que vous êtes chez vous et vous cognez l'orteil contre un meuble. Ça m'arrive fréquemment, j'ai des grands pieds, j'ai des strédés. Et très très souvent, j'ai des pics de douleur comme ça. Alors ce qui se passe sur le plan biologique, c'est que vous avez une compression vive et violente de petites terminaisons nerveuses côté de l'orteil qui vont générer, donc cette compression va générer un signal électrique, et ça c'est la composante biologique. C'est pour ça que j'ai mis périphérique, qui va remonter jusqu'au cerveau. Et là, on arrive à la composante psychologique ou centrale. Alors attention, psychologique, ça ne veut pas dire que ça flotte dans les airs et que c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose de réel dans cette dimension psychologique. Enfin, c'est réel, il y a vraiment quelque chose, c'est réel.
vous allez avoir une interprétation du message douloureux, enfin de l'influx nerveux périphérique. Une interprétation qui va varier en fonction de votre état émotionnel, des pensées que vous avez à ce moment-là. Si vous cognez l'orteil chez vous parce que vous avez une super nouvelle, vous sautez dans tous les sens, vous êtes content, il y a des chances que vous ressentiez la douleur de manière moindre, à signal périphérique égal, que si vous apprenez que vous êtes chez vous tout seul et que vous apprenez une mauvaise nouvelle, par exemple. Donc ça, c'est la dimension psychologique. La dimension sociale, on peut l'appeler aussi contextuelle, environnementale ou situationnelle, n'est pas forcément évidente à démêler de la composante psychologique. C'est par exemple, vous avez mal au dos, vous êtes quelqu'un qui a fréquemment mal au dos, mais vous êtes en train de partager un bon repas entre amis, vous vous marrez, ça raconte des blagues, vous mangez bien, il y a des chances que la douleur, vous la ressentiez de manière moindre, toujours pareil, un signal périphérique identique, que si vous êtes tout seul chez vous, il fait un temps exécrable, et puis évidemment, vous avez perdu beaucoup lourd. Il y a des chances que pour le même type de signal, la douleur, le vécu douloureux, soit différent. Un autre exemple, c'est que vous êtes sur la route et puis vous faites une entorse, vous avez des super mal, puis vous avez un gros poids lourd qui vous arrive dessus. Il y a de grandes chances que la douleur, vous l'oubliez pour pouvoir vous écarter, parce qu'il y a une chance vitale à s'extraire de devant le bolide. Donc voilà, et ces éléments-là, ce que ça montre, c'est que le contexte psychosocial dans lequel on est inséré va faire varier le vécu douloureux. Et ça, c'est un des fondements de ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors l'effet placebo, je vais faire un petit encart là-dessus. L'effet placebo, aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux les mécanismes. Et on sait que quelqu'un qui ne va pas bien un jour, à qui vous donnez un traitement, quel qu'il soit, et qui va mieux le lendemain, eh bien on sait que ce mieux, cette variation d'état, eh bien, elle est autant liée au traitement qui a été délivré qu'aux conditions de délivrance du traitement. Et on commence à comprendre, à identifier les mécanismes qui sont en jeu. Vous avez par exemple l'attitude de la personne qui vous délivre le traitement. Est-ce qu'elle est à votre écoute? Est-ce qu'elle est empathique? Est-ce qu'elle vous rassure? Vous avez le prix du traitement aussi qui rentre en ligne de compte. Vous avez l'aspect du traitement. Est-ce que c'est un suppositoire vert, un aspect très sympathique comme administration? Ou est-ce que c'est une prise en charge manuelle plutôt rassurante, plutôt confortable? Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Et on est en train, le champ du placebo au niveau scientifique est vraiment en train d'exploser. On est en train d'identifier de manière assez précise les différents paramètres. Et donc c'est un effet thérapeutique qui est réel et qui intervient via les aspects psychosociaux. C'est-à-dire que quand vous allez voir un ostéopathe, mais n'importe quel praticien, vous vous insérez dans un contexte psychosocial qui va faire varier votre vécu en fait douloureux. Et ça, quand vous avez un témoignage, que ce soit un témoignage positif envers l'ostéopathie ou n'importe quelle pratique, en fait c'est absolument impossible de démêler ce qui relève de l'efficacité du traitement en lui-même et ce qui relève des conditions de délivrance du traitement. Parce que ce qu'on sait, c'est que même si on donne un traitement, qui est un faux traitement, en fait, dans lequel il n'y a rien, j'ai vu avec du sucre, les conditions de délivrance vont induire un mieux-être si elles sont optimisées. Donc ça, c'est le premier élément. On peut pas, et alors, c'est tout l'enjeu des études scientifiques, en fait. C'est d'arriver, finalement, à trouver des traitements qui soient efficaces en eux-mêmes pour pouvoir ensuite les coupler à des conditions de délivrance optimales. Parce que c'est finalement le top. L'objectif, c'est d'arriver à donner des traitements efficaces dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, on n'a pas d'autre moyen pour démêler ça que les études scientifiques, on en parle. Deuxième élément, la distinction entre douleur spécifique et douleur non spécifique. Ça revient un peu à la différence entre troubles fonctionnels et pathologie organique spécifique. On a une cause biologique identifiable, potentiellement grave et ou nécessitant une prise en charge particulière, une fracture, une tumeur, une infection, un rhumatisme inflammatoire, par exemple. Un mal de dos peut tout à fait être lié à une infection rénale, et ça, à aucun moment, par contre, l'ostéopathie n'a la prétention de prendre en charge ces pathologies organiques-là. Ce que va prendre en charge l'ostéopathie, on a déjà dit, c'est plus les troubles fonctionnels, dans lesquels finalement les douleurs sont non spécifiques, les troubles fonctionnels sont des troubles non spécifiques. C'est là où on n'a pas de cause biologique identifiable, qui sont finalement la majorité. Un lumbago aigu, vous faites un lumbago aigu après avoir rigolé pendant 2 heures chez vous. Aujourd'hui, on est en peine, on est en difficulté pour savoir quelle est la source biologique et la cause biologique de ce problème. Et du coup, on est en peine pour proposer des traitements adaptés à ces causes. On est sur des traitements plutôt symptomatiques. Et alors, du coup, quand on sait que l'ostéopathie s'intéresse essentiellement à ce type de problème-là, et qu'on regarde de manière un peu plus précise certaines des caractéristiques de ces problèmes,
Et là, on se rend compte de deux choses. Déjà, le problème, une des caractéristiques, c'est le positionnement. Il faut imaginer un continuum avec d'un côté le normal, de l'autre côté le pathologique. C'est le positionnement sur ce continuum entre normal et pathologique. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais dans un centre de rééducation et on m'adresse une patiente. Le diagnostic, c'était lombalgie chronique, une dame qui avait 65 ans. Et du coup, moi, je mets mon interrogatoire, mon examen. Et puis finalement, bon, je lui demande si elle avait mal au moment là où je l'avais devant moi. Elle avait pas mal. Et je lui pose un certain nombre de questions. Et puis finalement, je me rends compte, en déroulant mes questions, que le seul moment où elle avait mal, c'était quand elle faisait du jardinage. Au bout de 2 heures, elle se relevait, elle avait un peu mal au dos. Et là, j'étais embêté parce que moi, si je fais 2 heures de jardinage, j'ai aussi mal au dos. Et donc, du coup, le positionnement, vous voyez, entre est-ce que ça relève de quelque chose de pathologique ou est-ce que finalement c'est normal, c'est pas si évident que ça, c'est pas si clair. Ensuite, les douleurs non spécifiques se caractérisent la plupart par une évolution naturelle qui est majoritairement favorable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par évolution naturelle? C'est l'évolution d'un problème de santé indépendamment de la délivrance d'un traitement. Par exemple, le rhume, on dit donner un traitement, ça va durer 1 semaine, on ne dit pas, ça dure 7 jours. L'évolution naturelle du rhume, elle est favorable, la plupart du temps, 99% des cas, sauf si vous faites une infection bronchique, mais la plupart du temps on guérit, et on sait que cette durée est de 7 jours en moyenne. Le lumbago aigu, lombalgie aiguë, la durée, la résolution, elle est majoritairement favorable, et le délai moyen de résolution complète, il est 4 semaines. 4 semaines, vous avez plus aucun souci. Ça ne veut pas dire que vous avez très mal pendant 4 semaines. Souvent, vous pouvez avoir très mal pendant les premiers jours, puis ça a commencé à s'améliorer, et délai moyen, 4 semaines, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Ça veut dire qu'un premier épisode de lombalgie aiguë chez un individu, ça dure en moyenne 4 semaines. Alors, et puis donc ça, voilà, pour chaque problème spécifique, on a une évolution naturelle particulière, qui est souvent pas connue. Ce qui fait que quand vous avez un témoignage positif, en ostéopathie sur un problème particulier, comment démêler ce qui relève, comment sait-on qu'à un moment donné, le mieux qui est décrit par le patient, il correspond à l'efficacité thérapeutique propre de l'ostéopathie ou tout simplement une coïncidence avec l'évolution naturelle du problème. Alors j'ai parlé de lombalgie aiguë, mais on peut parler aussi de lombalgie chronique et de tout problème chronique. Une douleur chronique, par exemple, sa propriété, c'est qu'elle n'est jamais continue en termes d'évolution, c'est-à-dire qu'elle fluctue. Il y a des jours où des périodes où on a très mal, des jours où on va mieux. Puis après ça reprend, on a très mal. On a une espèce de sinusoïde comme ça au cours du temps. Et le truc, c'est qu'en général, on va plutôt consulter quand on est au pic de la douleur. Mais en fait, c'est souvent à ce moment-là précis que la probabilité d'aller mieux dans les jours qui suivent, elle est maximale en fait, puisqu'on est sur des variations de ce type-là. Donc c'est pareil, à un moment donné, bon, il y a un témoignage positif, mais depuis combien de temps vous étiez au pic de la douleur, en général, comment évolue votre problème, c'est des données qu'on n'a pas. Alors, alors là, je vous donne un exemple, parce qu'en travaillant dans les centres de rééducation, j'ai travaillé essentiellement dans les centres de rééducation, on s'occupe de gens qui ont des pathologies plutôt organiques, avec des problèmes spécifiques, donc ça peut être des polytraumatisés de la roue, des fractures de bassin, des maladies neurologiques, accidents vasculaires cérébraux, Parkinson, sclérose en plaques, etc. Et ces gens-là ont des problèmes donc, spécifiques, mais comme tout le monde, en fait, ils ont des troubles fonctionnels. Ils peuvent aussi avoir mal au dos, avoir mal au ventre. Et comme c'est des gens qu'on suit pendant 3, 6, 9 mois, on a le temps en fait, de voir évoluer en fait, ces problèmes en fonction des traitements qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et le dernier exemple que j'ai en date, c'est une dame que j'avais en charge pour un Guillain-Barré, une maladie neurologique spécifique, et qui s'est fait pendant la prise en charge, elle s'est fait un lumbago aigu. Et du coup, elle était paniquée, en plus elle était très mal, parce qu'elle disait je suis en train de faire des progrès, ça va tout casser. Et je lui ai dit écoutez, bon, là, vous avez très mal, on va voir avec le médecin ce qu'on peut faire sur le plan neurologique. Ne vous inquiétez pas, en général, on a très mal pendant 2-3 jours, et normalement, vous verrez, d'ici la semaine prochaine, déjà d'ici 2-3 jours, ça devrait être un peu mieux, et d'ici la semaine prochaine, ça devrait être encore beaucoup mieux. Alors, j'étais un peu optimiste parce que je savais que c'était 4 semaines, mais le fait d'être rassuré est aussi un paramètre important. Et cette dame, la semaine d'après, elle n'avait plus de douleur. Alors, petite douleur encore résiduelle, on n'avait rien fait de spécifique et la douleur avait disparu. Et elle était très contente, elle me dit vous avez raison, c'est super, c'est bien. Et là, je lui ai dit, mais comme j'ai dit à plein d'autres personnes que j'ai eu en centre de rééducation et pour qui j'ai eu le même type d'attitude, je leur ai dit, imaginez qu'au lieu de vous dire ce que je vous ai dit, je vous ai posé les mains dessus.
Et puis je leur ai dit, bah, là je suis en train de régler votre problème, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je m'occupe de vous. Ah, je vois difficilement comment vous n'auriez pas pu être convaincu que c'était grâce à moi alors qu'en fait, pas du tout, c'est tout simplement que je me serais calé, j'aurais laissé l'évolution naturelle, et puis j'aurais peut-être optimisé un peu, mais dans ce cas-là, le problème s'était résolu de lui-même. Et souvent, moi j'aime bien, en fait, quand je discute avec les patients, parce qu'on a le temps de discuter, on est une fois par jour, des fois pendant plusieurs mois, justement savoir leurs expériences qu'ils ont avec des pratiques non conventionnelles, et puis je suis encore plus intéressé quand ils disent je vais chez l'ostéo pour tel et tel problème, donc je leur demande, j'essaie de décortiquer un peu leur témoignage. Et souvent, j'ai ce type de témoignage que ah bah moi j'y vais, ça va très très bien, ça me fait vraiment du bien. Et puis je dis bah, donnez-moi un exemple. Un jour vous y êtes allé, puis il me dit bah, par exemple j'y suis allé, j'ai fait mal, et je suis dit j'avais plus mal. On dit vous avez vraiment plus mal tout de suite après? Si, j'avais encore un peu mal. Ah, d'accord, vous aviez encore un peu mal. Et mais l'ostéopathe m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que j'attende 2-3 jours, et que si c'était pas passé d'ici 2-3 jours, il fallait revenir. Sauf qu'en fait, plus on attend, et plus on maximise la probabilité de résolution naturelle en fait, du problème. Vous voyez, il y a ça aussi qui vient se greffer, qui fait que quand vous avez un témoignage, on est un peu embêté pour ces raisons-là. Troisième élément, c'est ce que j'appelle le diagnostic fonctionnel. Alors, le diagnostic fonctionnel, c'est de se dire, quand quelqu'un a une douleur spécifique, quelles vont être les répercussions de cette douleur sur ses activités de vie courante. Alors pareil, pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple clinique qui me semble tout à fait illustratif. Une dame que j'avais en rééducation, en prise en charge pour une opération de ligament croisé, une dame qui avait à peu près 60 ans, qui était dans une forme olympique, elle faisait du ski de randonnée, elle faisait du VTT, plus souvent que moi même. Et du coup, j'étais en charge pour cette post-chirurgie croisée. Et durant ma première séance, mon interrogatoire, mon examen initial, elle m'a parlé d'une douleur à la cheville. Et puis, moi, ça n'avait pas inquiété outre mesure par rapport à la manière dont elle me la décrivait, donc je ne me suis pas occupé. Et puis, quelques jours après, je la sentais un peu contrariée, je lui dis, ça va pas, madame, machin. Et elle me dit, vous avez parlé de ma cheville, vous n'avez même pas regardé. Moi, j'ai un kinésithérapeute qui me fait de l'ostéopathie, qui me prend en charge pour ce problème de cheville, ça fait 3 ans qu'il me prend en charge. Voilà, il s'occupe de moi dans ma globalité, je vous parle de la cheville, mais on ne peut pas occuper. Je lui dis, bon, écoutez, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, on va regarder, là, avant de regarder, je vais vous poser quelques questions. Alors, je lui demande, je lui dis, est-ce que vous avez mal? Là, maintenant. Moi, j'ai pas mal. Est-ce que la douleur que vous ressentez au niveau de la cheville, elle vous gêne pour dormir? Non, elle ne me gêne pas pour dormir. Bon. Est-ce qu'elle vous gêne pour marcher? Non, non, elle ne me gêne pas pour marcher. Pour monter les escaliers, les descendre? Non, non, je déroulais les questions comme ça, pour faire du vélo. Non. Puis j'en arrive à lui demander, mais pour quelle activité, est-ce que vous avez une activité de votre vie courante qui est, soit vous ne pouvez pas faire à cause de cette douleur, soit qui est limitée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la faire et en intensité ou en fréquence, comme vous le souhaitez en ligne. Rien de ça. Je dis, mais vous avez mal quand alors? Je dis, là, quand j'appuie sur la cheville, j'ai mal, alors que de l'autre côté, non. Alors, je ne sais pas si vous avez le problème, mais moi, je lui dis, elle n'a pas en fait. Arrêtez d'appuyer. Mais cette dame, elle était vraiment inquiète. En fait, elle avait peur que ça empire, elle était très contente parce que la douleur n'empirait pas depuis 3 ans. Elle était prise en charge pour ça, la douleur n'empirait pas. Sauf que peut-être que ça n'était pas du tout occupé, elle avait plus mal en appuyant. Donc ça, c'est une douleur à la palpation isolée, parce qu'il n'y a que ça, c'est jamais un motif d'inquiétude. De la même, mais moi je suis tombé dans le piège aussi, je me suis fait avoir. Et pareil, une douleur isolée sur un mouvement. Ah, mais j'ai mal quand je tire le bras très loin derrière là, j'ai mal là, mais pas là. Et à quoi ça sert, on dit de faire ça? Ne faites pas ce mouvement-là. Et je me rappelle quand j'étais étudiant en kiné, j'avais demandé à un prof, je lui ai dit, quand je fais ça, là j'ai mal au cou. Qu'est-ce que c'est? Mais il ne faut pas faire ça. Arrête de faire ça. Et je n'avais pas compris pourquoi à l'époque. Maintenant j'ai compris. C'est cette notion de diagnostic fonctionnel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de gêne dans les activités courantes, que la gêne est minime, que ça vaut le coup vraiment d'aller. Et ça, c'est souvent des données qu'on n'a pas quand on a un témoignage. La personne, souvent, elle me dit j'avais mal, et je suis allé voir monsieur Untel, madame Untel, et j'allais mieux. Mais quel était l'état fonctionnel avant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait mal, d'accord, mais qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire que tout de suite après la séance, tu as pu de nouveau refaire. Mais c'est des données qu'on n'a pas, ça. Et en fait, c'est super important en fait, pour juger déjà du côté extraordinaire du témoignage, ou de ce côté non extraordinaire. Parce qu'une personne qui m'aurait dit j'y suis allé, vous voyez, je suis super content de l'ostéo ou n'importe quel praticien, parce que ma douleur n'empire pas depuis 3 ans, cette douleur que j'ai quand j'appuie dessus.
c'est juste pas du tout impressionnant en fait. Bon, ça c'est vraiment l'exemple caricatural, mais il n'empêche que ça peut se retrouver sur tout un tas d'autres problèmes. Sur synthèse, sur témoignage, donc quand vous êtes face à un témoignage, on ne peut pas démêler ce qui relève du contexte psychosocial dans lequel a été délivré le traitement et ce qui relève de l'efficacité du traitement à proprement parler. On ne sait pas trop, comme c'est des douleurs non spécifiques, quel est le positionnement, c'est pas clair le positionnement sur le plan du normal, sur le plan du pathologique. On ne sait pas trop l'évolution naturelle du problème, c'est souvent des données qu'on ne connaît pas et qu'on devrait même exiger en fait, des thérapeutes, quels qu'ils soient. Quelle est l'évolution naturelle de notre problème? Est-ce qu'elle est plutôt favorable, plutôt défavorable? Combien de temps elle dure? Ça, il y a des données pour un bon nombre d'affections courantes. Et puis d'autres éléments que je n'ai pas évoqués, que j'évoque rapidement, ce que j'appelle les facteurs négligés, c'est qu'on ne sait pas trop quel traitement est entrepris à côté. Est-ce que la personne est prenée d'antidouleur? Souvent, elle a limité ses activités, peut-être qu'elle est en arrêt de travail, et peut-être que tout ça concourt en fait, à l'amélioration, indépendamment de tout traitement autre entrepris. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le témoignage, malheureusement, ce serait tellement beau de pouvoir s'appuyer sur un simple témoignage pour se rendre compte de l'efficacité thérapeutique d'un traitement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est un site, urgenceostéopathe-renal.com, une adresse, qui propose des prises en charge ostéopathiques en urgence. Et donc, comme beaucoup de sites de médecine, de thérapie alternative ou conventionnelle, on a des rubriques témoignages, vous en avez Graziella qui nous dit voilà, infirmière CIA, je vais le nom, pour avoir pu me soulager rapidement et efficacement d'un lumbago que je traînais depuis plusieurs jours. Beaucoup de gentillesse, disponibilité et d'écoute à mon égard. Je vous le recommande vivement, n'hésitez pas à le solliciter. Lumbago, histoire naturelle, en général favorable, depuis plusieurs jours, combien de jours. On voit qu'il y a un contexte, beaucoup de gentillesse, disponibilité et d'écoute, il y a un contexte plutôt favorable. Donc voilà, moi ce soir, l'enjeu sur cette partie, c'était d'essayer de faire en sorte que quand on a ce type de témoignage-là, moi il y a 5-6 ans en arrière, ouais, incroyable tous ces témoignages-là, et aujourd'hui, je sais qu'on peut rien en faire. J'espère que vous allez démontrer qu'on ne pouvait pas en faire grand-chose. Alors on arrive à cette fameuse efficacité thérapeutique, concept d'efficacité thérapeutique. Comment on la met en évidence? Si on ne peut pas s'appuyer sur les témoignages, comment on s'y prend? Et qu'est-ce que c'est finalement l'efficacité thérapeutique? Sur le plan de la santé, qu'est-ce qu'on entend par efficacité thérapeutique? Sur le plan scientifique? Alors, je vais essayer de donner quelques éléments pour une définition. Alors, il faut imaginer un individu, un problème de santé, alors par exemple, on va prendre le mal de dos, un lumbago aigu, lombalgie aiguë, et il faut des indicateurs pertinents rattachés à ce problème. Alors, par exemple, des indicateurs pertinents, dans le cas du lumbago, ça va être l'intensité de la douleur. Donc l'intensité de la douleur, on peut mesurer avec, on utilise une petite échelle qui va de 0 à 10, 0 pas du tout de douleur, 10 douleurs maximales imaginables. On demande à la personne de se placer sur un curseur comme ça, ce qui nous donne un indice. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que ce paramètre il évolue favorablement après la délivrance du traitement. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle un score fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va faire remplir un questionnaire, des questionnaires validés qui sont disponibles. On va faire remplir un questionnaire à la personne, dans lequel il va y avoir toute une série de questions qui vont être dans quelle mesure votre douleur de dos vous gêne pour faire les courses, dans quelle mesure elle vous gêne pour dormir, dans quelle mesure elle vous gêne pour changer d'angle, pour faire des cuisines, etc., etc. Et à chaque question, vous allez avoir 0, elle ne gêne pas du tout, et 5, impotence, incapacité totale. Et du coup, on va faire un score, pour ça, on va avoir un score, 0 vous gêne, 50 sur 50 par exemple, incapacité totale, et ça, c'est un paramètre pertinent qu'on a envie de voir évoluer positivement. Un paramètre qui serait non pertinent, c'est lequel doit perdre des cheveux. Le mal de dos, bon, ça va être un paramètre pertinent pour d'autres pathologies, et pour le mal de dos, avoir des cheveux qui repoussent plus vite, un paramètre pertinent. Et donc, il nous faut un traitement sur lequel on peut tester l'efficacité sur ces paramètres pertinents. Alors, on dira que l'efficacité thérapeutique d'un traitement, quand on a une amélioration, premier point, de ces paramètres pertinents, mais il faut que cette amélioration elle soit supérieure à ce que ferait l'évolution naturelle toute seule, première chose, parce que s'il ne fait pas mieux que c'est le rhume 7 jours ou une semaine, voilà, aujourd'hui il n'y a pas de traitement pour réduire malheureusement le rhume. Et puis surtout, il faut que ça fasse mieux que l'évolution naturelle et que le contexte de délivrance qui potentialise, qui crée l'effet placebo. Alors, comment maintenant, une fois qu'on sait ce qui s'est entendu sur l'efficacité thérapeutique, comment on la met en évidence? Quelques éléments méthodologiques. Quel que soit le traitement que vous voulez tester,
que ce soit une cure thermale, que ce soit un régime, que ce soit une pratique manuelle comme l'ostéopathie, que ce soit l'acupuncture, que ce soit un médicament, une gélule, quoi que ce soit, on va devoir procéder à ce qu'on appelle une étude comparative de population. C'est assez simple sur le principe. En fait, il faut au moins deux groupes. Un groupe à qui vous donnez le traitement que vous voulez tester, un groupe à qui vous donnez un faux traitement, et le top, c'est avoir un troisième groupe à qui on ne donne rien pour contrôler l'évolution naturelle. Alors, je vais vous donner un exemple avec le hockey. Vous trouvez tout un tas de méthodes pour passer le hockey sur Internet. Par exemple, mettre du jus de citron directement sur la langue, mettre un glaçon sur le ventre, imbiber du sucre avec du vinaigre. Moi, par exemple, j'ai une technique, je vais vous le faire voir, c'est ça. J'appuie très très fort sur mes doigts, comme ça. J'appuie très très fort, ça fait des années que je fais ça, j'ai l'impression que le hockey passe plus vite. Alors, si on reprend les éléments que j'ai donnés juste avant, on va considérer que la pathologie, c'est le hockey, pas très grave, et qu'un paramètre pertinent à rattacher au hockey, c'est sa durée. Il y a une plus sympa d'avoir un hockey qui dure 1 minute et un hockey qui dure une demi-heure. Donc c'est super d'avoir un traitement, une technique qui permet de réduire la durée du hockey. Donc, si on veut tester l'efficacité thérapeutique, par exemple, du machin, là, on va faire un groupe. Il va falloir les choper au même moment, c'est pas évident, le hockey c'est un peu fuyant. Alors imaginons, on va faire un groupe de personnes qui ont le hockey qui vont faire ça, la technique là, un groupe qui vont se taper sur la tête comme ça, parce que le hockey passe, et un groupe qui ne va rien faire. Et ce qu'on va mesurer, c'est la durée moyenne, donc chaque groupe, que met le hockey à passer. Et ma technique aura une efficacité thérapeutique que si elle fait mieux que le groupe qui n'a rien fait, sinon, voilà, et qu'elle fait mieux que celui qui a fait ça. Dans ce cas-là seulement, si elle fait mieux que ces deux groupes-là, on pourra conclure que ma technique elle a une efficacité thérapeutique réelle. Alors un autre élément méthodologique important, ça sera le dernier, c'est ce qu'on appelle le double aveugle. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si le patient et le thérapeute savent que le traitement, quel est le faux traitement et quel est le bon traitement, ça va fausser les résultats. Ce qui fait qu'en fait, au niveau méthodologique, on essaye de faire en sorte, pour les médicaments c'est assez facile, ni le thérapeute, ni le médecin, ni le patient ne savent le traitement, si c'est le traitement, le faux traitement, ou si c'est le bon traitement. Et ça pose un certain nombre de problèmes au niveau méthodologique pour l'évaluation de l'efficacité de l'ostéopathie, mais pas que, pour tout un tas d'autres pratiques. Donc j'en ai fait une liste, il y en a d'autres, hein, mais ce qui va apparaître les principales, c'est donc les difficultés pour l'évaluation de l'ostéopathie, ça me paraît vraiment important d'avoir ça en tête. C'est cette notion de double aveugle, c'est qu'en fait le double aveugle en ostéopathie c'est pas possible. Et dans d'autres pratiques, comme je l'ai déjà dit, parce que le thérapeute est obligé de savoir qu'il est en train de faire le bon ou le faux traitement. Et alors que le patient ne se doute pas du tout que le traitement qui est en train d'être délivré est le faux ou le vrai, il y en a qui ont tenté de faire des fausses manipulations, mais c'est pas très très crédible parce que sur des groupes de 50 à 100 personnes, avec tout ce qui passe sur le plan non-verbal, qu'il n'y ait pas quelques patients qui arrivent à se douter qu'à un moment donné, parce qu'ils le savent, hein, le patient quand il rentre dans une étude, ils savent qu'on va soit leur donner un vrai, soit leur donner un faux, ce sera fait de manière aléatoire. Donc à un moment donné, il y a de fortes raisons de penser qu'il y a un nombre suffisant d'individus qui arrivent à se douter que le traitement qu'on est en train de faire, c'est pas le bon traitement. Donc le double aveugle, on ne peut pas le mettre en place. Donc c'est une limite qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quel que soit le résultat de l'étude, même si elle est bien menée, il faudra le pondérer de par ce biais méthodologique-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'effet tiroir. Alors l'effet tiroir, en fait, c'est la tendance à la non-publication de résultats négatifs. Je vais expliquer une seconde. Par exemple, au cortex, donc nous, ce qu'on regarde, c'est l'état des lieux de la littérature scientifique sur l'ostéopathie. Mais en fait, c'est un effet qui est documenté et qu'on peut retrouver pour tout un tas d'autres, même dans le milieu des médicaments. On a tendance, quand on regarde l'ensemble de la littérature, voilà, il faut savoir que les études positives ont beaucoup plus de facilité à apparaître que les études négatives qui, en général, c'est pour ça qu'on parle d'effets tiroirs, sont un peu mis dans le tiroir et en fait ne sont jamais publiés. Alors il y a plusieurs raisons à ça, je vais vous en donner deux. En fait, c'est déjà pour les revues scientifiques, sur le plan commercial, c'est beaucoup plus vendeur de proposer des résultats positifs. Et sur le plan, on va dire, de la satisfaction des chercheurs, on peut imaginer que, par exemple, sur des ostéopathes qui vont mettre en place un protocole pour évoluer leur pratique et qui arrivera à un résultat négatif, elles ne vont peut-être pas être trop à même d'avoir envie de publier, enfin, en tout cas moins si c'est un résultat positif. Mais c'est valable aussi pour des chercheurs qui vont
faire un protocole pour un médoc qui sont financés par le labo. Donc c'est pas quelque chose qui touche, c'est un problème qui touche l'intégralité du système de publication scientifique. Mais du coup, quand vous avez une parité, on va dire 10 études qui disent noir, qui disent que c'est positif, et 10 études que c'est négatif, en fait, vous êtes obligé de tenir compte de cet effet tiroir, et vous ne pouvez pas dire que c'est 50-50. Parce qu'en sachant ça, en fait, s'il y a 10 études négatives, ça veut dire qu'il y en a un bon petit nombre dans le tiroir, et du coup, il n'y a pas symétrie en fait, entre une preuve négative et une preuve positive. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et le dernier point, c'est les liens d'intérêt. Ce que je vous disais, c'est qu'un médecin qui parle d'un médoc pour lequel s'il est rétribué en même temps par le laboratoire qui produit le médoc, il y a un conflit d'intérêt. Et que se passe-t-il quand le traitement, le médicament fait partie du thérapeute? C'est le cas de l'ostéopathe, mais pas que, tout thérapeute manuel en fait. C'est-à-dire que le principe thérapeutique, il est intégré à la technique, il est intégré au bonhomme en fait. Et du coup, moi je pense que ça crée un conflit d'intérêt, c'est que quand des ostéopathes mènent une étude, il y a un conflit d'intérêt, parce que le médicament, c'est eux-mêmes quoi. Et du coup, je pense que c'est quelque chose aussi dont il faut tenir compte. Alors, c'est pas insurmontable. Pour moi, en tout cas, c'est pas insurmontable. Et voilà ce que je m'attendrais à trouver dans la littérature scientifique pour aller à l'encontre de ces difficultés. C'est des solutions. Il faut que des études qui soient irréprochables sur le plan méthodologique. Parce que justement, il faut compenser ce problème du double aveugle. Il y a tout un tas d'aspects sur le plan méthodologique qui peuvent aussi poser problème. Et je n'ai pas pu évoquer parce que c'est une intervention complète. Mais il faut qu'elle soit irréprochable sur ces autres aspects, et ça c'est possible. En ostéopathie, c'est possible, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le double aveugle qui pose problème. Il faut que les études, elles soient, idéalement, qu'elles soient indépendantes, c'est-à-dire que l'ostéopathe n'intervienne en tant qu'agent thérapeutique, et pas comme réalisateur d'études, comme personne qui fait l'analyse statistique, qui analyse les résultats, et qui recueille les résultats, et qui fait les interprétations. Pas forcément simple non plus. Il faut qu'elles soient nombreuses et qu'elles convergent dans le même sens. Mais nombreuses, ça je précise, c'est nombreuses pour une même indication. Parce que vous avez de nombreuses études sur l'ostéopathie. Mais chaque étude porte sur une indication en fait. Donc on avait une pour, je ne sais plus, pour l'asthme, une pour la nausée, une pour les douleurs de règles par exemple. Et du coup, ça fait, en fait, il en faut beaucoup pour une même indication. Donc il faut qu'elles convergent dans le même sens. Quand on se rappelle cet effet tiroir, il ne faut pas que vous en ayez 10 positives, 10 négatives. Il faut que vous en ayez 30 positives et 2 négatives. Après, ce ratio est arbitraire. Hein. En tout cas, voilà, dans l'idée, on ne peut pas se contenter d'une parité en termes de résultats positifs, résultats négatifs. Et, un peu technique, il faut aussi que l'effet mesuré soit cliniquement supérieur à l'évolution naturelle et l'effet placebo. Je m'explique. On prenait les groupes tout à l'heure, on prenait le paramètre pour les douleurs de dos, puis on prenait l'intensité de la douleur. Si le traitement que vous testez, imaginez quelqu'un, il a 10 sur 10. Le traitement que vous testez, il fait gagner 2 points. C'est-à-dire que la personne, avant le traitement, elle a 10 sur 10, après, elle a 8 sur 10. Si évolution naturelle plus effet placebo, ça fait gagner 1 point, il y a un écart de 1 point entre le traitement qu'on teste et évolution naturelle plus effet placebo. Pour moi, en tant que praticien, cliniquement, c'est pas pertinent. Vous voyez, donc ça, c'est un paramètre qui est souvent négligé en fait dans les fois, c'est pas spécifié à SDO, mais c'est souvent négligé dans les études qu'on a sous les yeux. L'efficacité clinique. Alors, les données scientifiques sur l'efficacité thérapeutique de l'ostéopathie, il y a eu plusieurs synthèses. Alors, il y a l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale, qui en a réalisé une en 2012, l'Académie de médecine en 2013, il y a plusieurs revues Cochrane. La Cochrane, c'est une institution indépendante internationale à but non lucratif qui est chargée de faire des revues, des analyses de la littérature scientifique sur différents sujets en santé. Et les conclusions, c'est celle de disais, soit les données sont inexistantes sur la majorité des préventions, soit on a une efficacité qui est faible dans des études peu nombreuses et de basse qualité méthodologique. En fait, on ne peut rien en déduire en fait, pour la majorité des préventions. Et donc le seul domaine, ce que je vous disais, où on a des études en nombre et de qualité méthodologique correcte, c'est pour les lombalgies, le mal de dos. Mais en fait, il y a une étude qui est parue récemment, en 2014, méta-analyse. Méta-analyse, c'est une étude, on va dire, une recherche sur la littérature, une synthèse de la littérature qui peut être faite de manière très rigoureuse et avec un traitement statistique généralisé. Au plan du niveau de confiance, c'est en haut, c'est du haut de gamme, la méta-analyse. Donc, elle a été réalisée par un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Menck, qui est un chiropracticien, qui est aussi médecin, qui a publié son travail dans la revue Spine, qui est la revue internationale de référence sur la colonne vertébrale, sur le rachis,
en 2014 et qui s'appelle Does Manual Therapy Help Low Back Pain, avec un merveilleux accent anglo-dauphinois. Et donc, du coup, les résultats de cette méta-analyse sont les suivants. Ah, oui, je n'ai pas précisé, ça ne porte pas spécifiquement sur l'ostéopathie. En fait, c'est toutes les pratiques manuelles dans le cadre des douleurs lombaires. Donc là, tout le monde va en prendre pour son grade. Donc, ostéopathie, chiropraxie, kinésithérapie, médecine qui utilise la thérapie manuelle, dans ce cadre-là. Et il a même réussi à faire quelques études de bonne qualité sur des rebouteux. Et alors, les résultats sont les suivants. Il y a un effet, mais il est inférieur à des exercices supervisés. C'est-à-dire le simple exercice de renforcement musculaire et d'étirement. Ça, c'est la première donnée. Cet effet, dans le cas des lombalgies aiguës, il est dominé à 97% par l'évolution naturelle et par l'effet placebo. Et dans le cas des lombalgies chroniques, il est largement couvert par l'évolution naturelle et par l'effet placebo. Toute approche confondue. Donc en fait, l'effet est presque inexistant dans le cas des lombalgies aiguës et vraiment très petit dans le cas des lombalgies chroniques. En fait, ça fait 40 ans qu'on a des données sur les thérapies manuelles et les lombalgies. Ça fait 40 ans que les données elles convergent vers ça, vers ces résultats-là. Et ce que dit Jean-Luc Calmet, c'est qu'il faudrait, finalement, une fois, il faudrait des milliers d'études supplémentaires pour infléchir ce résultat. Donc voilà un petit peu pour les scientifiques. Et alors, là j'ai parlé d'efficacité thérapeutique, mais je pense que c'est quand même, j'avais pas prévu de vous en parler, mais je pense que c'est quand même important, parce qu'une des présomptions d'ostéopathie, c'est ces fameuses lésions ostéopathiques, en fait, qui ne correspondent pas à des causes biologiques identifiables, mais que eux seraient capables, les ostéopathes seraient capables de détecter manuellement, en fait. Et en fait, il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment au niveau des diagnostics ostéopathiques au niveau du rachis, de la colonne vertébrale, au niveau du crâne, qui ont essayé de voir si finalement, pour un patient qui a un problème donné, si on fait passer 10 ostéopathes dessus, et qu'on leur demande de poser leur diagnostic, qu'est-ce que vous sentez, et on compare les résultats pour voir s'il y a une concordance. Et en fait, la concordance elle est médiocre bien souvent. Alors, des fois, il y a concordance, mais en fait, la probabilité des concordances, de par le hasard, nécessairement, il y en a toujours 2 ou 3 qui vont être d'accord. En fait, elle est mauvaise, ce qui tend à se faire questionner sur l'existence en fait, de ces lésions ostéopathiques. Mais alors ça, ce type de protocole, en fait, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que des études d'efficacité thérapeutique. Et nous, que ce soit au cortex ou à l'observatoire thérapeutique, on est très très motivés en fait, pour mettre en place ce type de protocole, pour voir ce que ça donne. En fait, ne pas se contenter de ce qui existe. Et je sais qu'il y a déjà au moins un ostéopathe qui est motivé pour monter ce type de protocole avec nous. Voilà pour les données scientifiques. Pour conclure, la réalité scientifique de l'ostéopathie est aujourd'hui incertaine sur le plan d'efficacité thérapeutique et pourtant, voilà, comme j'ai déjà dit au début de la conférence, ça contraste avec l'engouement pour cette pratique. Sauf que je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est qu'en fait il y a des hypothèses alternatives en fait, pour expliquer son succès, hypothèses qui nous permettent de faire l'économie en fait, d'une efficacité thérapeutique. Alors il y en a plein, je vous en donne 2 que j'ai déjà évoqués. Il y a déjà le type de problème qu'elle prend en charge et leurs caractéristiques, c'est-à-dire leur positionnement, c'est-à-dire les troubles fonctionnels, et leur positionnement sur le plan normal et pathologique n'est pas forcément clair. L'évolution naturelle, souvent favorable des problèmes qu'elle prend en charge. Par exemple, les nourrissons, je n'en ai pas parlé, mais le problème de déformation du crâne, bien souvent chez les nourrissons, elles se résolvent spontanément, en fait, quoi qu'on fasse. Vous avez aussi, et ça je pense que c'est ce qui fait la force de l'ostéopathie, de l'approche ostéopathique et d'autres pratiques non conventionnelles, c'est le contexte thérapeutique qu'elle arrive à créer en fait, qui est à mon avis, c'est-à-dire l'écoute, le temps, le fait de donner des explications aux gens, de les rassurer. Et je pense qu'on a vraiment une pratique qui aujourd'hui a réussi à optimiser, à potentialiser l'effet placebo. Mais voilà, ce sont des hypothèses alternatives pour expliquer ce succès et qui du coup peuvent vous permettre de faire une efficacité réelle. Et sur le plan plus politique, alors sur le plan individuel, on peut se dire, ce qui m'importe, moi, c'est j'ai mal, et c'est quelqu'un qui arrive à soulager nos problèmes. Mais, voilà, comme ça, je peux dire libre à chacun de penser ça, mais si on prend une dimension un petit peu plus collective et qu'on en revient au questionnement de départ, c'est là-dessus peut-être que je dirais que ce serait intéressant qu'on échange, c'est dans quelle mesure est-il justifié qu'une pratique qui n'a pas fait la preuve de son efficacité thérapeutique soit remboursée par des complémentaires, et peut-être un jour par l'assurance maladie.
Dans quelle mesure est-il justifié que l'on fasse venir des ostéopathes dans les hôpitaux? Dans quelle mesure, alors on n'a pas de preuve d'efficacité thérapeutique. Dans quelle mesure est-il justifié qu'on laisse énormément de jeunes étudiants, bacheliers, s'engager dans une formation coûteuse en temps, 5 ans et en argent, jusqu'à 7 à 8 000 euros par an. Donc, vous voyez le budget. Donc s'engager autant d'argent, de temps dans une pratique qui n'a pas fait la preuve de son efficacité thérapeutique. On peut dérouler des questions comme ça, et vous voyez que le point central, c'est toujours le problème de l'efficacité thérapeutique, en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus. Aujourd'hui, maintenant, j'aimerais qu'on puisse échanger autour de tout ça. Voilà, merci de votre attention. J'ai terminé. Pas de questions dans la salle? On regarde si vous avez difficile. Bonsoir. Moi, je veux donner quelques chiffres, parce que je peux beaucoup de chiffres, sur, par exemple, le profil des ostéopathes en France, et surtout peut-être aux États-Unis, puisque c'est là que ça a commencé. Est-ce que vous avez, vous êtes, chez vous avez aux États-Unis des chiffres sur le profil des professionnels? Vous avez expliqué qu'en France, c'était en fait un mélange entre des gens qui faisaient de médecine et une femme de kiné, quoi, ou médecine généraliste, qui s'était spécialisée là-dedans. Est-ce que c'est pareil chez nous? Je parle en anglais, et surtout évidemment aux États-Unis. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus, sur leur profil, leur pratique, voire les controverses? Merci. Alors, les chiffres, je les ai eu sous les yeux parce que du coup, dans le rapport qu'on est en train de faire, c'est une partie du travail, en fait, de dresser ces éléments-là. Par contre, je ne les connais pas, je ne les ai pas en tête. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en fonction des pays, le contexte n'est pas le même. Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, en fait, les ostéopathes sont aussi des médecins. En fait. Voilà ce que je peux dire. Les controverses que j'ai évoquées, par exemple, sur les distinctions au niveau des courants, il me semble qu'elles sont les mêmes aussi. Mais voilà, peut-être qu'il y a des données supplémentaires que je n'ai pas eues sous les yeux. Que vous répondez d'autres sur cet aspect-là. Sur la pratique, il y a eu un travail qui a été fait, c'est pareil, qu'on a incorporé dans le rapport qu'on est en train d'élaborer sur les actes faits, par exemple au Royaume-Uni, qui étaient à proportion des techniques utilisées par les ostéopathes britanniques. Mais c'est pareil, les chiffres je ne les connais pas, mais c'est des données qu'on a. Si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à vous contacter. La publication, on l'a, je vais voir dans l'ordinateur, je vais vous envoyer tout ça. Mais les chiffres, je ne les ai pas en fait. Je profite pour une question complémentaire sur le sujet. En France, puisque nous sommes en France, est-ce qu'aujourd'hui, et aussi aux États-Unis, puisque c'est là que ça a commencé, est-ce que les académies de médecine ou de sciences reconnaissent donc cette pratique technique, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que les ostéopathes, dans un but de reconnaissance, ont essayé de se structurer en association professionnelle de type scientifique, avec des publications, des comités de déontologie, enfin vous voyez ce qui fait un peu l'essence d'une profession médicale ou scientifique. Deux questions, il y avait les regroupements et oui, la reconnaissance par l'Académie de médecine. L'Académie de médecine, elle a fait un rapport en 2013, du coup elle a fait une synthèse de littérature et en fait elle dit ni plus ni moins que ce que j'ai évoqué sur le plan de l'efficacité scientifique. Elle est assez critique, l'Académie de médecine, elle a un ton un peu critique et en plus elle a fait une synthèse, mais on n'a pas, je ne crois pas, elle ne donne pas la méthodologie en fait, qu'elle a déployée et donc on ne sait pas quelle était la proportion des études qu'elle a inclus ou pas inclus. Donc voilà, le travail de l'INSERM est beaucoup plus de bien meilleure qualité. Donc voilà, donc sur l'Académie de médecine, le rapport est consultable en ligne. Après, sur les regroupements d'ostéopathes, il y en a beaucoup, il me semble, même en France, et il y a une volonté des ostéopathes d'essayer d'évaluer leur pratique. Mais bien souvent, aujourd'hui, ils tirent les mêmes conclusions que nous. D'ailleurs, le rapport de l'INSERM, à la fin, j'ai trouvé ça très bien qu'ils fassent ça. En fait, ils ont
fait un droit de réponse à des représentants d'organisations ostéopathiques françaises pour leur demander ce qu'elles avaient à dire sur le travail qui était produit. Et en fait, la plupart reconnaissent, on va dire, les résultats actuels et la plupart reconnaissent qu'il y a besoin de plus de données et d'améliorer la qualité des études, etc. Voilà un petit peu. Après, sur le plan international, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quelle institution, mais on a reçu un congrès qui va s'organiser autour de justement les données scientifiques et l'ostéopathie au mois d'octobre, je crois. Donc, je ne sais plus où il va avoir lieu. C'est tous les documents qu'on peut donner à qui il veut sans aucun problème et grand plaisir. Voilà. Donc, une question. Bonsoir, je suis arrivé très en retard, je m'en excuse. Je serais très curieux de savoir dans la salle combien de personnes sont déjà allées chez l'ostéo. Tout le monde. Tout le monde à peu près. Presque tout le monde. Chez le kiné. Et chez le kiné, un poil moins. Et chez le psy. Et chez le les psy, 4. 4. Ah non, psychanalyste 2. non, la question c'est simplement une remarque. Moi, en ce qui me concerne, je suis déjà allé chez l'ostéo. La première d'entre elles, était vraiment probant. Donc ça, c'est pas bien scientifique. En ce qui me concerne, vraiment, première fois, j'ai senti une efficacité immédiate. Après, il y a deux méthodes. Moi, j'ai testé deux méthodes, mais quasiment tous une méthode un peu plus violente. En ce qui me concerne, la dose, ça va vraiment fonctionner très bien. On a deux doses. C'est efficace. Du coup, c'est dommage que vous ayez parlé avant, parce qu'en fait, justement, le témoignage que vous délivrez, et qui finalement, moi par exemple, ce que j'expliquais au début, c'est que quand j'étais étudiant, j'avais une adhésion favorable à l'ostéopathie, au fait que ce soit efficace, justement parce que j'entendais des témoignages comme le vôtre en fait. Je me disais, quand même, avec tous ces témoignages positifs, il doit y avoir du bon là-dedans en fait. En fait, un des premiers outils de la démarche génétique, c'est de dire qu'un témoignage ne peut jamais constituer une preuve d'efficacité thérapeutique. Et en fait, tout l'enjeu de ma deuxième partie, en fait, ça a été de démontrer en quoi, en fait, ce que j'explique, c'est que c'est pas, voilà, quand on a un témoignage comme le vôtre, je m'en rends compte, parce que j'en ai souvent de patients, et quand je peux pas leur dire un témoignage, c'est pas une preuve, ils comprendraient pas, en fait, parce que c'est pas intuitif. Mais même moi, je dis, à une époque, je me disais ça, mais ouais, mais en quoi c'est pas une preuve? Vous voyez, c'est pas simple. Et du coup, ça a été un peu l'enjeu, je sais pas si j'y ai réussi, mais ça a été un peu l'enjeu, donc du coup, heureusement, la conférence a été filmée, donc je vous encourage à regarder, et si jamais la démonstration ne vous convainc pas, et que vous avez une bonne raison de ne pas être convaincu, je serais très très content que vous me fassiez parvenir ces raisons. Bonjour, moi je suis Edith Martinon et j'avais une question, c'était par rapport aux études scientifiques. Vous en parlez un petit peu, vous avez dû faire un peu le tour de ce qui a été fait. Et je me demandais si vous connaissiez l'étude de Jean-Pierre Barral, qui avait été apparemment accompagné de scientifiques et de méthodes assez proches de celles que vous mettez en place ici. Et voilà, apparemment, ça aurait été un début de preuve sur l'efficacité de l'ostéopathie, ou du moins sans parler d'efficacité, mais il se passe quelque chose. On sent que vous avez fait quelque chose en montrant qu'il y a un mouvement qui se crée dans les tissus avec des... Moi, j'en sais pas plus, mais est-ce que vous en avez entendu parler et peut-être aller fouiller de ce côté-là un peu plus, et voilà, c'est une étude qui montrerait qu'il se passe quelque chose. Et c'est sûr qu'après, l'efficacité, c'est des études à approfondir. Il y a une collègue du Cortex qui, je crois, pourra peut-être nous répondre. En fait, cette étude, justement, elle fait partie des études qu'on va inclure dans le rapport qu'on est en train de faire sur l'ostéopathie crânienne. Et donc, c'est une étude, il en a fait plusieurs. La première, ça porte sur les os des crânes de lutteux, en fait. Et puis après, il en a fait une chez l'humain.
Et alors en fait, cette étude elle est très controversée, y compris par la plupart des ostéopathes, des instances orthopathiques ostéopathes, parce que cette personne-là, en fait, a tendance à travailler en fait de son côté et à pas vouloir publier notamment ses résultats. Ses résultats sont publiés uniquement sur son site internet, et c'est pas du tout. Alors on va l'inclure quand même, on va la regarder, on va l'analyser, mais en fait, c'est pas quelque chose du tout qui est reconnu même par les ostéopathes. J'avais juste une dernière remarque, et puis après, je passe le micro. C'était par rapport au diagnostic. Vous avez donc parlé beaucoup d'efficacité thérapeutique de l'ostéopathie. On est d'accord, elle est à remettre en question. Mais par rapport au diagnostic, je pense vraiment que, donc là c'est une sorte de témoignage, parce que je n'ai pas d'études sur le nom, qu'un ostéopathe est capable de faire un diagnostic vraiment de ce qui se passe à l'être humain, qui comme n'importe quel être humain, qui touche et qui observe un autre être humain, est capable de voir s'il y a une zone inflammée, s'il y a une zone mobile, peu mobile. Donc je pense que par rapport au diagnostic, on est capable d'élaborer quelque chose, et quelque chose de reproductible. Vous disiez que souvent on n'était pas d'accord entre ostéopathes sur les autres. À mon avis, à mon avis, c'est pas le cas. Je pense vraiment si on est concentré, qu'on se concentre sur une personne, sans ostéopathe, vous trouvez des choses identiques. Le diagnostic sera réel, vérifiable et scientifique à mon avis. Donc plus à fouiller sur l'efficacité que sur le diagnostic. Je vais quand même préciser que moi je serais ravi, on serait nombreux à être ravis qu'il existe des causes à ces troubles fonctionnels, si tant est qu'elles soient des lésions ostéopathiques qui soient détectables manuellement. Et nous on rêverait, mettre ça en évidence, ce serait génial. Et effectivement, mettre en place un protocole, c'est faisable. Et nous on attend des gens motivés pour le faire, parce qu'on pense que c'est faisable. Voilà, tout simplement en prenant un patient qui a un problème. En définissant des paramètres bien précis et en essayant de voir si effectivement plusieurs ostéopathes arrivent à diagnostiquer le problème. Les études qui ont été faites aujourd'hui montrent que la reproductivité n'est pas bonne, mais qui sait, pourquoi pas, on peut essayer, et on a envie d'essayer, on a envie de montrer quelque chose de rigoureux là-dessus et de voir de nos propres yeux, nos propres outils statistiques aussi. Je commence par une question, après je vais répondre tout de suite à une carence d'exemple en fait, pour expliquer les problématiques du témoignage. Il y en a un qui est assez frappant, il me semble. Prenez par exemple toutes les thérapies dites ancestrales, comme par exemple si vous êtes au fin fond de l'Amazonie et qu'il y a quelqu'un qui est atteint par exemple d'un cancer du poumon, ils n'ont pas de médecin, ils n'ont pas de chimiothérapie, ils n'ont pas de radiothérapie, ils n'ont pas de traitement qui fait la preuve de leur efficacité. La seule chose qu'ils font, c'est un chaman dans le village. Et pour guérir ce genre de trucs, ce qu'ils font, c'est qu'ils fument un cigare avec des herbes, ou de l'ayahuasca ou quelque chose comme ça, et ils soufflent la fumée sur le visage de la personne pour la débarrasser des mauvais esprits. Et bien, croyez-le ou non, ça crée de la satisfaction. Les gens ils sont convaincus d'aller mieux après ça. Donc, ça, c'est un élément qui fait que c'est difficile en fait, de prendre des témoignages de mesure en compte dans les études scientifiques, parce qu'on mesure c'est la satisfaction et pas l'efficacité. Et ça, c'est très difficile. Je ne crois pas qu'il ait mis en doute une seconde le fait que les gens étaient satisfaits dans son intervention. Là, manifestement, l'ostéopathie crée un taux de satisfaction qui est très élevé, c'est très populaire. La question reste de savoir si, au-delà de cette satisfaction, il y a une réelle efficacité intrinsèque, ou alors est-ce que les gens sont satisfaits pour des raisons qui sont extérieures à l'ostéopathie. Et pour en venir à l'ostéopathie, du coup, je me pose la question moi. Quand on voit les débats qui sont internes à l'ostéopathie, comment est-ce qu'on fait quand il y a une étude scientifique qui est publiée sur le sujet pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer. Parce que quand je regarde quand je pose les questions aux gens, bah tiens, tu es allé voir un ostéopathe, raconte-moi comment ça s'est passé, il y a une divergence mais complète sur les témoignages. Il y en a certains qui me disent, bah, il m'a fait en gros la même chose qu'un kiné, ou alors il m'a mis sur la table, il m'a tordu dans tous les sens, il m'a fait craquer, ou alors il y en a un, des fois, il m'a à peine effleuré le crâne, ou alors il m'a palpé le ventre. Enfin, c'est des pratiques. Il y a une telle diversité, je me demande, quand on parle d'ostéopathie, de quoi on parle exactement? Parce qu'il y a une telle diversité dans les pratiques que pour moi, ça ne me semble pas être un mot qui recouvre une pratique en particulier, tellement les courants sont disparates. Du coup, la question, c'est quand on est en face d'une étude scientifique, est-ce qu'il parle d'ostéopathie et puis on évalue une pratique sous-entendue, on sait de quoi on est en train de parler, ou alors est-ce qu'on est obligé systématiquement de faire le détail de la pathologie et du type de thérapie et de pratiques qui vont être appliquées? Est-ce qu'on entend parler de tests sur l'ostéopathie crânienne ou de tests sur l'ostéopathie tout court?
Ben ça, c'est un problème que j'ai pas évoqué parce que on privilégie les échanges. Souvent, c'est vrai, et c'est pas spécifique dans la partie méthodologie, c'est-à-dire à l'endroit où on décrit la procédure thérapeutique qui a été déployée, alors c'est plus ou moins précis, quoi. Et des fois, finalement, parce que le principe d'une étude scientifique, c'est qu'il faut qu'elle soit reproductible. C'est-à-dire que voilà, on a déployé telle méthode, on arrive à tel résultat, on fait telle interprétation. L'idée, c'est que la méthode qui a été déployée, elle puisse être reproduite par des gens qui veulent vérifier le résultat. Et ça, c'est un peu un problème, c'est que pour reproduire, il faut qu'il y ait un détail très très précis de ce qui a été fait. Et par exemple, dans la partie de la procédure qui a été déployée sur le plan thérapeutique par les ostéopathes, le niveau de précision n'est pas forcément évident, mais ça, c'est pareil. Vous prenez les thérapies manuelles, les thérapies manuelles faites par les kinés, des lombalgies, c'est pareil, vous ne savez pas à quelle intensité, quelle fréquence, combien de temps. Donc, du coup, c'est difficile en fait de savoir précisément ce qui a été fait. Par contre, quoi qu'il ait été fait, le résultat est quand même là. Et si on avait un résultat très très intéressant, positif, massif, on se dirait bon, maintenant c'est intéressant d'aller un peu plus loin. Maintenant, vous allez essayer de détailler, parce que peut-être dans tout ce que vous faites, il y a des choses qui sont à jeter, puis il y a des choses à garder. Il faut essayer de cibler ce qui est vraiment très efficace. Et comme les résultats aujourd'hui ne sont soit pas là, soit faibles, soit de mauvaise qualité méthodologique, la question ne se pose pas encore. Mais ça sera un problème, je pense. Mais c'est un problème aussi dans d'autres pratiques où on n'a pas suffisamment de détails. On va donner plusieurs réponses, mais la question en a impliqué d'autres. Pour revenir à la question de monsieur-là, il a demandé combien de gens avaient pratiqué l'ostéopathie, donc je demanderais combien de gens ont été satisfaits. Enfin, je vois bien que c'est pas effectivement, ça ne veut pas être une bonne preuve, mais combien de gens ont été satisfaits suite à l'ensemble de l'ostéopathie. Ça dépend. Ah non, non, il y a un bon taux de succès. Mais c'est juste pas vous distinguez pour des spécifiques, non spécifiques, je crois, c'est ça, c'est un peu non spécifique, je ne comprends pas vraiment. Spécifique, je comprends, un problème physiologique, non spécifique, je ne vois pas vraiment exactement ce que ça veut dire, parce que, bon, après, je peux prendre un cas après qui m'est arrivé, je me suis fait piquer de droite de façon un peu violente, où j'avais une douleur. Donc, bon, ça ne rentre pas dans des pathologies biologiques, etc. C'est un problème d'articulation, etc. Donc, c'est un trouble non spécifique. Moi, ma douleur, elle était bien réelle, je ne l'avais pas avant, le gars, et je vais rester sur ce cas-là, bon, c'est un exemple, mais qui va un peu à l'envers dans le deux. J'avais deux bras qui marchaient normalement. L'exemple que vous avez fait, c'est exactement ça. J'arrivais à faire ça des deux côtés sans problème. Après cet étirement de l'un du bras, j'arrivais plus à faire ça du côté droit, je crois. J'ai attendu, donc premier élément, quoi. Donc, avant ça allait bien, après un problème physique que beaucoup de gens peuvent avoir, que ce soit en se blessant, n'importe quoi. Donc avant ça allait, après ça va moins bien. J'ai attendu 3 mois en me disant bon, ça va passer, je vais attendre un peu, je vais être patient, j'ai attendu 3 mois, je crois que j'ai attendu 6 mois, je suis plus certain si j'ai attendu 3 mois aussi. On est au-delà des délais que vous avez indiqués, etc. Enfin, a priori, après, il faut effectivement, peut-être que pour la pathologie de l'épaule, c'est plus long, on ne sait pas. J'ai attendu avec le temps 3 ou 6 mois, et j'ai fini par aller voir un ostéopathe. Je suis allé le voir une fois, alors je pense que je suis allé 2 fois, je crois que je suis allé le voir une fois. Et alors je ne sais plus non plus exactement si c'est en sortant de la séance ou le lendemain, mais après j'ai plus cette douleur. Et après j'ai pu refaire ce mouvement que je peux encore faire et que je ne peux pas faire après le traumatisme. Voilà, alors après c'est un exemple, ça prouve effectivement pas grand chose, c'est un exemple, mais je pense que beaucoup de gens qui ont pratiqué de l'ostéopathie ont ce genre de témoignage, et voilà, il est réel. Et dans mon cas, il contredit un peu des éléments que vous avez indiqués, un guérissage naturel, quelque chose qu'on pouvait, dont on me dit des fois qu'on ne faisait pas non plus avant, si, avant j'avais la mobilité, je l'avais perdu, etc. Alors c'est pareil, ça prouve, ça ne démontre pas votre argumentation, mais voilà, je pense que c'est un témoignage que beaucoup de gens pourraient donner et qui va un peu contre. Et dernier élément, par rapport aux études scientifiques, moi je trouve tout à fait que c'est valable, évidemment. Une pathologie comme la mienne, vous ne pouvez pas trouver 100 personnes qui ont eu ce truc-là exactement le même et traiter en placebo, etc. Donc ces études scientifiques, elles sont tout à fait souhaitables, je suis scientifique, il n'y a pas de problème, mais c'est extrêmement difficile, quoi. Même pour des lombalgies, quelle est l'origine exacte, comment les gens, enfin, quelle est leur physiologie, quelle est l'origine du truc, leur poids, etc. Donc je dirais que c'est très très difficile de sortir une conclusion scientifiquement très très rigoureuse sur des cas comme ça. Donc voilà, c'est très complexe.
Sur le dernier point, vous avez raison. Effectivement, sur les mouvements un peu moto, comme ça, qui créent une douleur telle que la vôtre, aller recruter 100 personnes et faire un travail. En plus, cette étude, elle ne sera même pas suffisante. Donc, effectivement, c'est un problème. Bon, c'est un témoin. Après, voilà, l'histoire naturelle, vous l'avez souligné, l'évolution naturelle, vous l'avez bien noté aussi, c'est qu'elle est dépendante de chaque problème. J'ai parlé du nerf aigu, on parlait du rhume, on pourrait parler du zona, on pourrait parler des déformations du crâne. Bon, là, c'est difficile de juger sur pièce. Un élément que je peux. Vous avez dit, voilà, ça a duré un certain temps. C'est pareil, plus. C'est ça qui est compliqué, c'est plus ça dure longtemps et plus il y a de chances que ça finisse par se résoudre. Après, ce qui peut paraître surprenant, c'est que ça coïncide avec votre visite, par exemple, chez nous. Mais je pense que ce type de témoignage, on l'a aussi chez d'autres thérapeutes, en fait. Moi, je discute avec mes patients, avec des gens, j'ai ce même type de témoignage. J'avais mal depuis un certain nombre de temps, des mois, je suis allé voir un tel, je suis sorti, j'avais mieux, c'est quand même extraordinaire. Le ostéopathe aussi me disait, cette dame avait une migraine depuis 10 ans, je lui ai fait quelques techniques, et elle avait plus mal. Alors c'est tout pareil, on n'a pas tous les éléments du contexte, mais un élément que je n'ai pas évoqué, c'est ce qu'on appelle la, je ne sais pas si je vais réussir à bien vous exprimer, ce qu'on appelle la négligence de la taille de l'échantillon, un peu barbare, mais c'est que les gens qui ont des problèmes tels que celui que vous avez décrit, dans le monde, en fait, il y en a plein. Et en fait, c'est un peu comme le loto. Si vous voulez, vous jouez au loto, vous avez une très petite chance de gagner. Mais au final, le gagnant, il peut trouver ça extraordinaire. Ah, c'est tombé sur moi, c'est super. Et en fait, la probabilité qu'il y ait au moins un gagnant, elle était de 100%, en fait. Pas de 100%, parce qu'elle était très importante. Et de la même façon, quand vous avez 10 million de personnes qui consultent régulièrement pour des lombalgies non spécifiques ou des problèmes spécifiques, la probabilité que leur amélioration survienne après la visite d'un praticien quelconque, elle n'est pas nulle en fait. C'est-à-dire qu'il y a une population de 60 millions de Français, qui ait des témoignages comme les vôtres qui correspondent à une simple probabilité, c'est pas négligeable en fait. De la même façon, on a un autre exemple, c'est on appelle ça les pareils de lit, c'est le fait de je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple de cette biscotte qui s'est vendue à 20 000 sur eBay sur laquelle il y avait la Vierge Marie, ou du visage de Satan qui a été vu dans les fumées des tours du World Trade Center. Des millions de photos, et plein de photos qui ont été prises de ces fumées. La probabilité d'arriver à avoir un moment une figure qui ressemble vaguement à la tête de Satan dans ces milliers de photos, en fait, elle est quand même relativement importante. Et je pense que c'est un élément qui peut expliquer, mais qui du coup, à l'échelle individuelle, en fait, on ne se rend pas compte de ça. Ce qui fait que ça nous paraît incroyable, sauf que sur le plan populationnel, à l'échelle de plusieurs millions de personnes, en fait, c'est tout à fait probable d'avoir ça indépendamment de ce qui a été fait sur le plan thérapeutique. C'est un élément supplémentaire, mais il y en a plein d'autres comme ça qui font relativiser malheureusement ce type de Bonsoir. Voilà, moi je suis un peu perturbée parce que j'ai du mal à adhérer à votre démonstration, à vos conclusions. C'est sûr, mais ce que vous nous avez démontré, en fait, peut s'appliquer à des tas de domaines, sur le plan de la santé. Et qu'on voit bien qu'y compris en allopathie, un médicament peut fonctionner sur quelqu'un qui apparemment a les mêmes symptômes et ne fonctionnera pas sur un autre qui apparemment a les mêmes symptômes. Je crois qu'il y a aussi l'individu dessous, y compris avec le phénomène placebo, y compris la nature. Bon, alors c'est vrai que lorsqu'on fait une étude, je ne suis pas ni médecin ni scientifique, hein, rien du tout. Je suis un usager de tout. Y compris sur le phénomène placebo, vous avez des personnes qui vont réagir différemment, non pas parce que la personne qui leur a donné ce médicament ou ce placebo les a mal reçus ou n'a pas été assez en empathie, mais parce que lui a un ressenti par rapport à cette façon, à cette administration. Par contre, et c'est vrai, alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas parler de témoignage, puisque ça n'est pas valable, mais vous parlez de la résolution naturelle arrive de toute façon, oui, mais ça dépend dans quelles conditions, parce que bon, ça peut effectivement passer, je pense qu'on a tous des expériences dans ce domaine-là,
où une migraine ou une douleur passe sans avoir rien fait. Par contre, parfois, elles perdurent, elles s'enquistent, et puis après, ben, quand vous avez une articulation complètement bloquée, je veux bien que ça arrivera à passer, mais des fois, ça passera quand même. Alors, ce qui en est de votre remarque, je pense aux enfants, je pense aux bébés. Comment votre démonstration peut-elle s'appliquer aussi aux enfants? Quel est, à votre avis, votre sentiment? Comment peut-on analyser la réussite de ce qui se passe chez les enfants? Ce que je voudrais dire aussi par rapport à l'ostéopathie et d'autres domaines de la médecine, c'est que lorsque je me suis tournée vers ces pratiques, c'est parce que ce que j'avais fait avant ne m'avait pas réussi. Je dis bien à moi. Donc, l'important aussi n'est-il pas de trouver un moyen de vivre mieux de façon différente, plutôt que de vivre tous pareil, pas forcément bien. La question pour les enfants me préoccupe, m'intéresse. Tant mieux qu'il y en ait une qui ressorte. Du coup, j'aurais été embêté. Alors, les enfants, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est les enfants de 10 ans? Est-ce que c'est plutôt les nourrissons, peut-être? Ah oui, moi j'ai une expérience sur une enfant de 2 ans, alors c'est encore jeune. Voilà. Même si elle est sur les enfants, souvent, en fait, même les nourrissons. Le témoignage, c'est pas l'enfant lui-même qui le rapporte, en fait, c'est les parents. Les problèmes, sont les problèmes qui sont pris en charge, c'est en fait la distinction non spécifique. Alors, ça, c'est un problème qui va rejoindre un peu ce que disait monsieur, et je pense que c'est important de le préciser. En fait, quand je dis que l'évolution naturelle des problèmes non spécifiques est majoritairement favorable, c'est de manière probabiliste. Et ça, c'est pas simple. C'est que, en fait, en termes de santé, mais même en général, on a du mal à raisonner, on raisonne beaucoup, l'être humain raisonne beaucoup en termes de certitude. On a du mal à raisonner en termes de risque. C'est-à-dire que quand on vous dit fumer va augmenter votre risque d'avoir un cancer du poumon, l'augmentation du risque, c'est pas si évident que ça. On a tendance à dire, si je fume, bah ouais, mais regardez, lui, il a fumé toute sa vie, il n'a pas eu de cancer, donc c'est pas du tout certain, le truc. On aime raisonner en termes de certitude, on a du mal à raisonner en termes de probabilité. Et en fait, évolution naturelle majoritairement favorable pour, par exemple, un invalo aigu. Quand je dis qu'un invalo aigu, la résolution totale du problème, en moyenne, c'est 4 semaines, c'est en moyenne, c'est-à-dire que vous aurez toujours des gens pour qui ça va se transformer en peut-être un problème chronique, et puis d'autres personnes chez qui, en 1 semaine, comme la dame que j'ai mis dans les mains, ça va se résoudre. Mais la majorité de l'échantillon considéré, si vous prenez 100 personnes, la majorité de cet échantillon va avoir aux alentours de 4 semaines, la résolution va se situer autour de 4 semaines. Et ça, c'est pas forcément. Voilà, il y a toujours des gens pour qui c'est moins, il y a toujours des gens pour qui c'est plus. Mais on ne peut pas faire mieux que de donner finalement cette proportion. Alors pour les enfants, voilà, les problèmes sont les mêmes, c'est-à-dire que, par exemple, moi je regarde des études sur les bébés, l'intensité des pleurs comme paramètre. Bon, l'intensité des pleurs, c'est un paramètre qui n'est pas simple à appréhender, qui est souvent rapporté par les parents, en sachant que l'effet contextuel, je vois ma sœur a accouché il y a 2 jours, et en fait j'étais très très impressionné. Quand j'ai vu le bébé, j'y suis allé le soir, on l'avait couché, et je vois son crâne tout allongé. Et mon frère me dit, il assistait à tout l'accouchement, et il me dit, mais t'aurais vu quand ils ont sorti la tête, le truc il s'est allongé, mais vraiment, j'ai eu peur, quoi. Et en fait, c'est pas le bébé en fait, qui s'inquiète, en fait. C'est souvent les parents en fait, qui s'inquiètent. En fait, les parents ont besoin d'être rassurés, et la prise en charge d'un thérapeute, d'un ostéo, un médecin, peu importe, peut vraiment influencer la perception qu'ont les parents des symptômes de leur enfant, l'intensité des pleurs, la forme du crâne, des choses comme ça, et peuvent tout à fait, en fait, ça peut tout à fait produire des témoignages positifs, mais indépendamment en fait, d'une efficacité thérapeutique quelconque. La problématique est exactement la même, et les réponses sont exactement les mêmes en fait, sur les bébés. Sauf si, mais même si c'était l'enfant de 2 ans, il avait été en mesure de dire ah oui, j'ai l'impression que je pleure moins fort, vous voyez, ou j'ai moins mal, vous voyez. Mais encore une fois, c'est un élément, un témoignage. Après, peut-être il faudrait considérer le problème de toutes ces dimensions, mais malheureusement, même en faisant ça, on ne pourra pas faire mieux que de dire bah oui, c'est intéressant.
Voilà, c'est intéressant, mais en aucun cas ça pourra améliorer l'efficacité thérapeutique de la pratique. Bonsoir, je suis moi aussi membre de l'OZ, et j'ai une question plus ou moins technique à poser. À propos de la proportion entre les problématiques aiguës et chroniques dans les expérimentations. Parce que si j'ai bien compris, quand un problème qu'on qualifie d'aigu, c'est-à-dire que ça peut se résoudre assez rapidement de façon naturelle. Alors qu'un problème chronique, par définition, il dure. Et quelle est donc la proportion dans les études dont tu parles de problématiques aiguës, problématiques chroniques? Parce qu'à la fin, tu termines par une méta-analyse qui analyse donc toutes les analyses. Mais si la majorité des analyses portent sur des problématiques aiguës qui se résolvent naturellement, est-ce qu'il n'est pas normal que la méta-analyse arrive à des résultats proches de résolution naturelle? Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, si. Bah, la méta-analyse, elle a été faite dans le cadre de l'analyse statistique, elle n'est pas la même en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mélangé les problèmes chroniques et les problèmes aigus. Donc en fait, il y a deux méta-analyses en ligne. En fait, mais le problème du chronique et du aigu, là on est sur les notions de technique, il n'est pas simple, hein, parce que, comme je disais, avoir mal au dos 3 fois par an quand on jardine, est-ce que c'est un problème chronique? Et la définition des chroniques, justement, je m'étais intéressé il y a quelques mois, on préparait une journée de formation sur l'université pour le doctorant, et on parlait justement de ce problème de plurialité chronique, et je m'étais justement intéressé, qu'est-ce que, aujourd'hui, sur l'international, le scientifique, qu'est-ce qu'on entend par douleur chronique? Là, c'est pas simple. C'est pas simple, et en fait, il y avait un travail qui avait été fait pour voir dans quelle mesure les critères de définition étaient harmonieux. En fait, les critères ne sont pas très harmonieux, mais c'est une problématique qui est beaucoup plus générale que les chroniques aiguës, qui touche les problèmes spécifiques. C'est que, comme on n'est pas capable de mettre en évidence des causes biologiques, peut-être que finalement, ce qu'on considère comme une lombalgie aiguë, une lombalgie chronique ou un problème spécifique, c'est peut-être des pathologies qui sont différentes en fait. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en évidence une cause que cette cause n'existe pas. Je suis convaincu qu'il y a un substrat biologique, physiologique, c'est juste qu'on n'a pas les moyens techniques de mettre en évidence. Mais si ces moyens sont ces problèmes, en fait, ces causes sont différentes, on est face en fait à des pathologies différentes, pathologies qui finalement mélangent entre elles, et donc ça pose un certain nombre de problèmes et de questionnements. Donc les résultats sur les problématiques chroniques sont les mêmes. Les résultats pour les problématiques, je ne sais pas, chroniques, sont les mêmes donc pour les autres qui sont. Il n'y a pas de différence sur la thérapie manuelle, enfin, sur l'ostéopathie. Alors, du coup, c'est l'ostéopathie et la thérapie manuelle aiguë. Sur l'aigu, c'est ce que je disais en fait. La quasi-intégralité de l'effet enregistré est liée à l'émotion naturelle et au placebo, aux effets contextuels. Et dans le cadre du chronique, alors la proportion c'est, je crois, le traitement en lui-même explique entre, on va dire, 30 et 5% de l'effet. Il y a une fourchette. En fait, il y a 70% au moins dans le cadre de douleur chronique qui est expliquée par les émotions naturelles et les effets contextuels. Je voulais dire que comme je suis médecin, moi, en fait, pourquoi est-ce que en fait, on veut tout prouver? Je trouve qu'en France, on essaie en ce moment de tout prouver. Donc l'homéopathie, on a des livres, par exemple, et je trouve qu'on se prive de médecine différente, médecine préventive. Voilà. Et puis côté remboursement, je ne sais pas si c'est une preuve de rembourser quelque chose. Parce que, par exemple, le gouvernement ne rembourse pas les psychothérapies. Et puis en ce moment, nos médecins, on nous demande de prescrire des psychothérapies cognitives, comportementales, pour éviter les antidépresseurs, etc. Et puis c'est pas remboursé. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas trop se laisser engouffrer dans ces critiques. Il faut rester ouvert, et je pense qu'il faut faire attention, c'est que la médecine aujourd'hui a très peur de tout ce qu'il y a autour d'elle. Voilà. Je suis d'accord sur certaines choses que vous avez dit.
Après, je ne sais pas sur quel élément en priorité rebondir, qu'est-ce que vous avez dit qui vous paraît peut-être le plus important, parce que chaque élément que vous avez invoqué pourrait nécessiter une réponse. Vous parlez par exemple du remboursement de l'ostéopathie, quelle est la volonté politique, quelle est la volonté des soignants, des soignants traditionnels, voilà. Alors, sur le remboursement, ce que vous avez dit, ce n'était pas une preuve, voilà. En fait, je suis d'accord. En fait, c'est simplement, quand j'ai évoqué le remboursement, c'est une donnée. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, je me rends compte que les gens ne savent pas, ah oui, si, c'est remboursé l'ostéopathie. C'est remboursé, c'est pris en charge par une complémentaire. Ce n'est pas la même chose que remboursé par l'assurance maladie. En fait, c'est une donnée. En fait. Je veux dire, moi personnellement, pour moi, cette donnée, elle n'a même pas une information de validité. C'est pas parce qu'un traitement est remboursé, si je peux le dire, c'est pas parce qu'il est remboursé que pour moi il est valable, et inversement, c'est pas parce qu'il n'est pas remboursé qu'il n'est pas valable. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Après, au niveau volonté politique, moi je reviens à cette question. Est-ce qu'il est, quand sur une pratique on n'a pas de données, on n'a aucune donnée, quand bien même les données ça a des limites, et qu'effectivement, la médecine c'est fondé sur au départ sur, on va dire, de l'expérience, il n'y avait pas de données au départ, il fallait bien quand même agir, et qui même aujourd'hui, moi dans mon boulot, j'ai plein de prises en charge qui s'appuient sur des actes pour lesquels on n'a pas forcément de données, et bon, on connaît, on a les patients en face de nous, et il faut bien agir quand même, les prendre en charge ces gens. Donc voilà, la question c'est quand on a une pratique, alors comme l'ostéopathie qui est alternative, conventionnelle, et qui a des prétentions, c'est ça aussi qui peut être embêtant, c'est les prétentions qu'il y a autour, c'est de dire, voilà, on peut s'occuper de tel problème, on peut s'occuper de tel problème, mais du coup, sur quoi on s'appuie pour dire qu'on peut s'occuper de tel problème, dans la mesure où on n'a pas de données, ça c'est une question, et dans quelle mesure on tend vers rembourser ou prendre en charge pour des complémentaires une pratique qui a des prétentions pour lesquelles on n'a pas de données. C'est une question, voilà. Moi je pourrais donner mon avis, il est subjectif, mais c'est une question que je vous retourne. Dans quelle mesure est-il justifié de rembourser ou de prendre en charge une pratique pour laquelle on n'a pas de preuve d'efficacité thérapeutique? C'est une question. Voilà. Je ne sais pas si certains ont un avis là-dessus. Je reviens sur une question que je posais tout à l'heure, il y en a plusieurs, parce que en fait, moi je ne connais pas trop là, c'est l'ostéopathe, si ce n'est un peu long, les gens de sa famille qui sont loin. Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui en France quel ostéopathe, est-ce qu'il a un minimum d'études médicales ou pas? Qu'est-ce que dit la médecine pour que finalement moi, qui suis un consommateur de soins médicaux, puisse décider d'aller voir quelqu'un qui se dit ostéopathe ou pas. Pour prendre un exemple de mémoire, n'importe qui peut avoir un panneau chez soi qui indique, enfin de normes chez soi qui indique psychothérapeute, etc. Il n'y a pas de diplôme. Moi je suis à l'école quelqu'un qui était médecin journaliste spécialisé en psychothérapie et spécialisé en psychothérapie adulte, enfant. À ce moment-là, j'avais besoin de garantie. Donc moi, en tant que consommateur de soins médicaux, je veux avoir la garantie d'un professionnel qui ait un minimum d'études et de pratique. D'accord, sur l'académie de médecine, je n'avais pas compris. En fait, c'est s'il y a des recommandations, en fait. Oui, est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a un cursus d'études aujourd'hui qui est agréé par la science? Est-ce qu'il y a un enseignement en faculté de médecine? Ou finalement, comme pour la psychanalyse, c'est quelque chose qui existe en France, peut-être dans des pays, qui n'est pas reconnu par les académies de sciences de France, des États-Unis, d'Allemagne. Alors, du coup, c'est pour avoir le type d'ostéopathe aujourd'hui, ce que je disais, on peut être soit en formation initiale continue, médecin, kiné, sage-femme, ou infirmier. Donc il y a une formation qui peut être faite par des écoles d'ostéopathie, donc c'est un cursus qui ne va pas être le même qu'en formation initiale, ou ça peut être fait en fac de médecine aussi, avec des BU d'ostéopathie. Et en formation initiale, des gens qui aujourd'hui vont faire 5 ans d'études dans une école agréée par l'État, donc il y a un encadrement aujourd'hui légal de l'État. Et au niveau du cursus, alors peut-être que les ostéopathes dans la salle peuvent préciser si je vous laisse un de choses, mais de ce que je sais de la formation que font les ostéopathes en formation initiale, ils ont des cours, on va dire classiques de physiologie,
d'anatomie, de neuroanatomie, de neurophysiologie, on va dire, ils ont un bagage théorique de base qui est commun à la médecine, commun aux professions de santé, et qui sont même assez loin hein, sur le plan des connaissanmes anatomiques, il me semble, et physiologiques. Ils ont une partie sémiologie, c'est-à-dire être capable d'identifier les signes et symptômes associés aux pathologies organiques. Alors pas pour les diagnostiquer, parce que c'est le médecin, mais pour être capable à un moment donné, quand un patient vient avec une douleur de dos, savoir reconnaître si à un moment donné le problème relève de leur compétence ou si il y a un risque, là il y a quelque chose d'organique qui pose problème, c'est-à-dire une pathologie, une infection rénale, une tumeur ou quelque chose comme ça. Donc ils ont des cours de sémiologie pour réussir à faire le tri, qu'on appelle un diagnostic d'exclusion, un diagnostic différentiel. Et puis ils ont des cours qui portent proprement après sur l'histoire de l'ostéopathie, la philosophie ostéopathique, qui portent sur les théories ostéopathiques à proprement parler, et puis la pratique, beaucoup de pratique en fait sur les techniques ostéopathiques, avec je crois un peu de stage, un mémoire, un travail de fin d'études. Voilà un petit peu sur leur formation. Donc on va dire qu'il y a bien une partie commune hein, avec les médecins, qui est cette partie sémiologie, et puis il y a toute cette partie on va dire théorique de base, de physiologie, d'anatomie. Par contre, l'Académie de médecine, alors l'Académie des sciences, à ma connaissance, ne parle pas d'ostéopathie, c'est tout un tas de choses, mais pas d'ostéopathie. Mais l'Académie de médecine, elle fait pas de recommandations en fait, c'est-à-dire qu'elle donne l'état des lieux sur les connaissances scientifiques, mais elle ne dit pas on vous conseille d'y aller ou on vous conseille pas d'y aller. Il y a la haute autorité de santé qui normalement, quand le type d'ostéopathe a été encadré, je crois que c'était un petit peu plus tard, normalement l'ostéopathe est censé pratiquer des actes qui s'appuient sur les recommandations de la haute autorité de santé. C'est le cas aussi pour la kiné, pour les médecins, etc. Sauf qu'à ce jour, il n'y a pas de recommandation de bonne pratique en ostéopathie qui a été éditée créée par la haute autorité de santé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, en France en tout cas, je ne sais pas dans les autres pays, mais il n'y a pas de recommandation de bonne pratique et on n'a pas de. En fait, personne aujourd'hui, sauf de son avis propre, en fait, il n'y a pas d'organisme qui nous diront il faut y aller, il ne faut pas y aller. Donc il y a encore moins moi. C'est ce que je disais, c'est pas du tout l'enjeu, que ce soit à nos aides ou au complexe. Moi, je me disais ce que vous disiez. Je cherchais du coup à savoir quand est-ce qu'un ostéopathe est vraiment valide. Vous disiez c'est une preuve de validité. Je suis allée voir un médecin qui était psychothérapeute, des enfants, tout ça. Et moi, je me demande si vraiment le médecin est scientifique, qui a des liens directs. Un médecin, il ne doit pas forcément être scientifique. Je pense qu'il y a des personnes qui sont scientifiques pour prouver certaines choses, et des médecins qui sont acteurs face à l'humain, qui vont aller piocher dans leur boîte de thérapeute du médicament, du psychologue, de l'ostéopathie, avec tout ça, essayer d'accompagner les personnes. Mais c'est dur de demander à dire les médecins, forcément c'est scientifiquement valable. Pour moi, ça se voit aujourd'hui, il y a des médecins qui vont piocher en droite à gauche pour faire des choses. Je ne suis pas d'accord parce que si vous allez voir un médecin, quelqu'un qui manipule votre dos, je confie mon enfant à un monsieur qui est ostéopathe. S'il est médecin, donc ça veut dire qu'il est inscrit au tableau de l'ordre, en mémoire, et donc s'il fait une erreur, moi je l'attaque en justice. Et donc, pour me défendre par rapport à une erreur professionnelle. Parce que c'est quelqu'un qui a suivi une formation, qui est habilité à pratiquer. Moi je pratique dans mon métier, c'est autre chose. On peut dire, il est certifié. Si c'est quelqu'un qui n'a pas fait le cursus que monsieur a décrit, ou qui dit simplement qu'il est spécialiste dans ce domaine, sans être diplômé, avoir une autorisation, je pense qu'il y a un risque, si vous voulez, pour les consommateurs que nous sommes, pour les citoyens. Et je pense que c'est très important de développer cette culture de la responsabilité des consommateurs ici. J'avais une question complémentaire à ce qui vient d'être dit sur la formation initiale de l'ostéopathe, sur la multiplicité en fait des casquettes de l'ostéopathe. Parce que vous aviez parlé de médecins, d'infirmiers, de kinés qui devenaient ostéopathes avec une formation complémentaire.
Je voulais savoir en fait si on ne pouvait pas attribuer la satisfaction éventuelle ou l'effet éventuel d'un traitement à telle ou telle spécialité. C'est-à-dire, est-ce qu'on attribue ça au fait qu'il soit médecin, au fait qu'il a une pratique de kiné, au fait qu'il a une pratique d'ostéo? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de se dire, on va finalement, de manière subjective, se dire que c'est en faveur de la pratique la plus marginale, la plus à la mode en fait. On peut très bien faire une pratique de kiné et dire ça a réussi parce que je suis ostéo. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? À ma connaissance, non, ce serait vraiment très intéressant effectivement d'avoir des. Maintenant, moi je ne connais pas en tout cas si il existe des données qui évalueraient plutôt la pratique des kinostéos, des médecins ostéo. Alors si, finalement la méta-analyse de même, car on a des physiothérapeutes qui font des thérapies. Alors c'est des thérapies, c'est de la thérapie manuelle en fait. Donc du coup c'est pareil, c'est pas forcément très précis. Mais on voit en fait qu'en fonction des professions, il y a la différence, elle n'existe pas sur le plan de l'efficacité thérapeutique. Après sur le plan de la satisfaction, ce serait intéressant de savoir si les gens sont plus satisfaits avec des gens qui ont un cursus initial en ostéo, ou avec des médecins ostéo, ou avec des kiné-ostéo, ou s'il n'y a pas de différence. Mais je n'ai pas de connaissance de données dans ce sens-là. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant pour tous les consommateurs qu'il y ait une sorte de vérification, et sur quoi s'appuyer quand on va avoir un ostéopathe. Mais c'est comme, est-ce que la médecine est assez propre et assez pour avoir des réponses claires et scientifiques sur ce qu'elle fait en traitement? Est-ce que plutôt des laboratoires comme Cortex ou des choses externes ne seraient pas plus à même de donner des réponses que tout de suite le médecin lui-même? Dans l'information de médecine, tout n'est pas forcément scientifique. Des fois, il y a des choses, on va donner un traitement, 2 ans après, finalement, ça ne marche plus. Vous voyez ce genre de... C'est scientifique, c'est l'évolution du savoir. L'évolution du savoir, c'est parce que la science sait quelque chose, une chose qu'elle ne sait pas. Qu'elle veut dire, on a parlé. C'était la question. Est-ce que c'est une simple évolution du savoir ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? On dirait vous faire manipuler le dos par quelqu'un, moi je suggère de vérifier une personne qui a une formation. Non, on n'a pas d'enregistrement. C'est pas un débat. Je vais peut-être répondre indirectement à votre question en vous en parlant d'expérience personnelle. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là et à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était vraiment que la science et comment ça fonctionnait, je me suis rendu compte que j'ai appris plein de choses. D'abord, la première chose que j'ai appris, c'est que ceux qui font les recherches, ils ne sont pas forcément médecins. La première chose que j'ai compris, c'est que vous pouvez lire des publics de médecine sans être médecin, ce qui est mon cas. Pourquoi? Parce que c'est relativement bien écrit. Bon, le problème, c'est que c'est souvent en anglais, c'est assez compliqué, mais par contre, il n'y a pas besoin d'être médecin au sens où il n'y a pas besoin d'être bon en physionomie ou en biologie ou ce genre de choses. Ce qu'on va vous décrire dans une publication scientifique, alors publication scientifique, c'est pas Science et Vie. Publication scientifique, c'est des magazines qui sont à l'attention des médecins, qui sont souvent très spécialisés, peut-être même pas sur une spécificité de la médecine, mais sur une pathologie en particulier. Et donc il y a des revues qui sont éditées très périodiquement, où tous les chercheurs, c'est-à-dire des gens qu'on ne voit jamais, qui travaillent là-dessus, qui ne sont pas forcément médecins qui voient des patients, mais qui bossent dans des laboratoires, éventuellement sur des animaux, ou dans des boîtes de pétri, ou ce genre de choses. Et quand ils font des recherches sur ce genre de sujets, ils publient dans des magazines à comité de relecture. Ça veut dire que c'est des trucs, des articles qui sont vérifiés par des gens du métier. On vérifie la pertinence, on vérifie si les données qui sont envoyées, est-ce qu'elles tiennent la route, est-ce que les calculs ont été bien faits. Quand c'est le cas, pof, c'est publié, et puis tous les autres médecins peuvent regarder. À la lumière de ça, et ça dirige leurs études éventuellement. Et, par exemple, la dame tout à l'heure disait qu'on manquait d'ouverture d'esprit. En fait, moi, la deuxième chose qui m'a scotché quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, c'est que je pensais que la communauté scientifique rejetait a priori tout plein de techniques dites ésotériques comme l'homéopathie, l'acupuncture, ce genre de choses, en disant « Oh, mais non, c'est de la connerie, tu penses qu'on a autre chose à faire que de faire des études là-dessus. » En réalité, quand on regarde sur ce sujet-là, on se rend compte que des études scientifiques, il y en a un nombre, mais insensé sur l'homéopathie, c'est phénoménal. Il y a un nombre d'études scientifiques très rigoureuses qui ont été faites, qui sont extrêmement impressionnantes. Et la raison pour laquelle aujourd'hui ces pratiques sont marginalisées, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas donné de résultats positifs.
Et si aujourd'hui on ne s'intéresse plus à l'homéopathie, enfin en tout cas que ça fait autant de débat, enfin qu'il n'y a guère plus que les homéopathes voiront et les patients qui sont intéressés, puis que ça a désintéresser la communauté scientifique, c'est qu'il y a un nombre insensé de publics qui ont été faits, et croyez-le ou pas, il y en a encore des expériences qui sont faites, alors qu'il y en a déjà 1000 qui ont été négatives. Quoi. Et donc il y a la grosse majorité des expériences, enfin des pratiques qui ne sont pas enregistrées aujourd'hui, qui ne sont pas reconnus par les autorités de santé, c'est pas par manque d'intérêt, hein, c'est uniquement parce que ces publics-là, ces expériences-là n'ont pas donné de résultats positifs. Mais encore une fois, quand vous voyez la diversité des trucs qui sont testés, des fois ça fait rire, hein, mais ça part tellement dans tous les sens, les recherches, que dès qu'il y a quelque chose qui commence un peu à marcher et qui donne des résultats qui sont pertinents, la communauté scientifique, elle s'en empare. Elle essaye de comprendre, ok, tiens, mais quand on donne telle plante à tel bonhomme, là, on observe une guérison des symptômes, et ben, ils vont se mettre à dépioter ce qu'il y a dans la plante pour comprendre quelle est la molécule dans la plante qui fait que. Pourquoi? Parce que ça leur permettra, un, de la purifier, deux, de la doser, et de faire en sorte que le médicament soit plus efficace et qu'on puisse éventuellement synthétiser la molécule pour ne pas avoir à raser une forêt d'arbres pour pouvoir extraire cette essence. Là, c'est juste ça, comprendre les phénomènes. Et après, ce qui est hyper important aussi, pour la raison pour laquelle on ne peut pas se satisfaire en tant que praticien de la satisfaction de ses patients, c'est que non seulement il y a la responsabilité de la société qui doit s'engager, parce que quand on rembourse des médicaments, bah, autant mettre de l'argent, parce que le budget, on le connaît, hein, il est ce qu'il est. Si on doit mettre de l'argent sur des thérapies, bah, autant le faire sur des thérapies qu'on fait leur preuve. On attend pour vous une ou deux questions s'il en reste. On essaye de se poser une question, à savoir est-ce que l'ostéopathie apporte quelque chose à la société? Est-ce que la société doit y mettre de l'argent? En gros, si je vais résumer. Mais est-ce que la vraie question, c'est pas à qui l'ostéopathie peut-elle être efficace? Mais je le mettrai aussi pour mon métier, en l'occurrence, je suis kinésithérapeute. À quel patient je serai efficace? Est-ce que finalement le problème, c'est pas de vouloir trop généraliser, plutôt que d'arriver à dissocier? On a vu, il y a des gens ici qui ont dit, moi j'ai pratiqué, et puis j'ai eu des résultats, et effectivement ça n'a la valeur que pour l'individu. On n'a pas tous les autres qui ont pratiqué, et qui n'ont pas eu de résultats, forcément. Ils n'ont pas eu, donc se passe autre chose. La vraie difficulté de toutes les techniques, c'est justement de savoir dans ce que l'on fait, c'est quoi qui fait. C'est le geste qu'on a fait, c'est la personne que l'on est, c'est la personne qu'on a en face, c'est le moment auquel on l'a rencontré, c'est à cause de la personne qui nous l'a envoyé, parce qu'elle nous a décrit d'une certaine façon. La réalité, elle est assez complexe, et tant qu'on n'aura pas résolu à qui il faut faire quoi, on tournera toujours sur la question, est-ce que ça marche? Alors d'abord, est-ce que l'ostéopathie, la kinésithérapie, la médecine, ça marche pour tout le monde? Non. Est-ce que ça marche pour certains? Visiblement. Est-ce que du coup, ce n'est qu'un effet de mode, et que dans 6 mois, on passera à un autre, peut-être? Pour revenir juste à une question, comment monter une étude qui permettrait de déterminer sur quel patient il faut appliquer quel type d'ostéopathie? Parce que dans ce que j'ai entendu, il n'y a pas une ostéopathie. Il y a visiblement au moins 3 ou 4 formes, et on essaie de faire des études qui vont démontrer sur une population générale, on ne sait pas quelle forme. Voilà. Je ne sais pas si mes questions, si mon sujet permettait de cibler la question que je vous ai donnée, je la préciserai, c'est pas clair. Est-ce qu'on n'est pas à côté de la place? La problématique de diviser les traitements, de diviser les patients, je pense que c'est éminemment intéressant, mais que, quand même, c'est un peu technique, là. Mais si on prend, à la limite, déjà, ça sera intéressant d'aller essayer de segmenter, si quand on ne segmente pas, on a un résultat. C'est ça le problème. C'est par exemple, quand on a une approche globale en ostéopathie, dans les thérapies de la thérapie moléculaire, on a un tout petit résultat, donc du coup, est-ce que du coup on doit aller mettre des moyens pour essayer d'isoler dans ce petit résultat? Qu'est-ce qui pourrait donner un plus grand résultat?
ça coûte cher en fait les études, et c'est ce que dit même dans sa méta-analyse, et c'est pas spécifique à l'ostéopathie, ça fait 40 ans qu'on a des données, ça va coûter des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Continuer à faire des études, bah, ça coûte de l'argent, c'est de l'argent souvent qui est issu de fonds publics. Et est-ce que c'est sur le plan sociétal, voilà, la personne qui allait essayer de trouver le traitement efficace pour un trouble fonctionnel, je pense que ça peut vraiment embêter les gens, ces troubles fonctionnels. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent sur le plan sociétal de mettre autant d'argent là-dessus? Moi, je me pose sérieusement la question. Et surtout quand je travaille à l'hôpital, je vois les difficultés que rencontrent les soignants au quotidien pour prendre en charge avec des thérapies, avec des méthodes qui sont éprouvées, des pathologies organiques dans des contextes socio-économiques difficiles. Je vois les moyens qui sont alloués pour traiter ces problèmes-là, les problèmes que ça pose. Donc à un moment donné, aller mettre de l'argent pour traiter les troubles fonctionnels tels que le mal de ventre ou le mal de dos de monsieur tout le monde, même si ça embête les gens, je suis bien d'accord, mais à un moment donné, le problème c'est qu'il faut faire des choix sur le plan politique. Et moi, ça me pose un peu le problème. Donc peut-être que ça sera intéressant, mais je pose la question de la pertinence sociétale de tout ça. Voilà. Une dernière question, oui, c'est pas une question, c'est une remarque. Moi, je pense qu'en matière de soins et de santé, si les thérapeutes, quels qu'ils soient, toutes classes confondues, écoutaient plus ou longtemps les personnes qui se présentent à eux, ça permettrait peut-être à chacun, que ce soit, enfin quand je dis médecin, que ce soit kiné, je parle du monde médical, ça permettrait à chacun, et le patient et celui qui l'écoute, de mieux cerner et peut-être de permettre à celui qui se plaint de telle ou telle chose de pouvoir trouver son chemin et sa voie. Et si son chemin passe par de l'allopathie, si ça passe par de l'ostéopathie ou de l'homéopathie, tant mieux pour lui. L'essentiel pour moi, c'est qu'il aille mieux. Ou de la kiné, ou n'importe quoi. J'ai pas en fait, de problème du tout avec ce que je veux dire. J'ai pas le même positionnement, pas tout à fait le même positionnement. J'ai le même positionnement sur l'écoute, le fait que les thérapeutes puissent prendre le temps, les thérapeutes conventionnels notamment, le médecin généraliste, le premier. Et du coup, moi, ce qui me pose la question, c'est pourquoi les gens aujourd'hui ont l'impression qu'ils ne prennent pas le temps, que ces professionnels-là ne prennent pas le temps. Pourquoi ces professionnels-là n'ont pas le temps? Et je pense que c'est intéressant de se questionner sur les conditions, encore une fois, sociopolitiques qui font qu'à un moment donné, les professionnels ont du temps ou pas du temps pour écouter leurs patients. Et encore une fois, je pense que c'est un problème d'allocation de ressources économiques, en fait. C'est-à-dire que les médecins généralistes, ils n'ont pas le temps parce que peut-être qu'il y a ils sont insérés dans un contexte qui fait que ils sont sous-effectifs dans des zones, par exemple, sous-dotées. Je parle de la médecine généraliste, encore une fois, je reviens à l'hôpital. Ce qui fait qu'à un moment donné, régulièrement, moi je vois des aides-soignants qui disent ah, on n'a pas le temps de discuter avec les patients, c'est quand même dommage, ils sont en demande, ils sont tout contents dès qu'on commence à discuter avec eux. Mais ce qu'il faut qu'ils ne discutent pas avec eux et qu'ils potentialisent du coup tous les traitements efficaces qui sont délivrés, c'est pas la volonté, c'est juste qu'ils ont un boulot qui est terrible, ils ne sont pas en nombre pour réaliser ce travail. Donc je pense que je suis complètement d'accord avec vous sur l'écoute, l'empathie, etc. Mais pour ça, il faut pouvoir consacrer du temps, et pour y consacrer du temps, il faut un contexte socio-professionnel qui soit satisfaisant. Je ne suis pas convaincu que dans bon nombre de contextes conventionnels, ce soit très rigolo. Merci, on va présenter de ce plus encore, je propose qu'on la soirée, si vous avez des questions,